Chers académiciens, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour et j'allais dire au nom de TESACO, si Daniel me le permet, bienvenue pour cette seconde journée du colloque de clôture des travaux de TESACO. Information et démocratie. L'impact des technologies, en particulier des systèmes d'intelligence artificielle sur l'information et la démocratie, est certainement un sujet parmi ceux devenus majeurs ces dernières années, alors qu'en 2024, l'essentiel de la population mondiale va être amené à se prononcer sur le plan électoral. L'accès au contenu informationnel emporte des conséquences déterminantes sur les médias et le public, est désormais organisé par bon nombre de services numériques et d'outils tels que l'intelligence artificielle, ce qui impacte fortement la liberté d'expression et le pluralisme, condition de notre débat démocratique. L'évolution de la production de contenu informationnel est également au cœur de toutes les préoccupations, surtout depuis la démocratisation des IA génératives, avec la multiplication de cette diffusion massive des deepfakes qui emportent des risques de manipulation de l'opinion. En témoignent les annonces récentes d'OpenAI concernant l'utilisation de leur outil dans le cadre de plusieurs campagnes de déstabilisation informationnelle. Alors, ces impacts sont envisagés par de nombreux travaux, notamment ils le sont dans le cas des États généraux de l'information qui visent à analyser leurs effets sur notre espace informationnel qui s'en trouve aujourd'hui largement transformé. Leur compréhension est donc essentielle et suppose de disposer d'analyses fines pour déterminer comment appréhender ces phénomènes, ce que s'emploie d'ailleurs à faire dans une certaine mesure déjà l'Union européenne depuis la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, le DSA, ou encore plus récemment avec la publication du Media and Freedom Act et l'adoption toute récente du règlement sur l'intelligence artificielle. Il est donc essentiel de bénéficier d'un éclairage experts et pour cela nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui deux éminents spécialistes de ces sujets, David Chavalarias et Sylvain Parisi. Alors Sylvain Parisi, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po et directeur du Media Lab. Vos recherches portent sur la façon dont les technologies numériques transforment les manières de s'informer, de débattre et de s'engager dans l'espace public. Vous vous intéressez en particulier à la façon dont les données déplacent les manières établies de produire et de consommer l'information journalistique en France et aux États-Unis. Et vous allez nous présenter quels sont les effets du recours croissant aux IA et notamment aux IA génératives sur la qualité de l'information dans le cadre des médias d'information. Merci beaucoup pour d'abord pour l'invitation. Un grand merci pour me donner la chance de présenter un petit peu un ensemble de travaux autour de cette question de l'intelligence artificielle et de la qualité de l'information. Alors, c'est une question évidemment complexe avec plein d'éléments. Juste pour commencer, en fait, pour dire évidemment que on parle ici d'intelligence artificielle, un ensemble de technologies finalement quand même très vaste, très vaste, et voilà, qui vise à travers des outils statistiques et de calcul et un grand volume de données, à finalement faire un ensemble de tâches voilà, assez variées, d'ailleurs dont le nombre augmente un peu voilà, d'une manière régulière, et qui, ces tâches, eh bien, peuvent entretenir une certaine affinité avec le travail des professionnels de l'information, évidemment, donc notamment reconnaître des images, identifier des formes textuelles, résumer, éditer, générer du texte, évidemment, à partir de données, tout un ensemble de choses, évidemment, qui sont pertinentes pour les organisations de presse et journalistiques. Bon, voilà, on sait que tout ça est lié au succès de l'approche connexionniste et au très grand volume de données. De ce point de vue, en fait, c'est vrai que les éditeurs de presse sont un peu dans une situation un petit peu originale, en fait, par rapport à ce problème, parce qu'à la fois, c'est
c'est en grande partie eux qui vont fournir une grande partie du texte, des données textuelles qui vont être ensuite traitées par les modèles, les grands modèles de langue. Donc ça les met dans une situation un peu particulière, qu'ils ont déjà connue avec les négociations avec Google, mais ces négociations sont un petit peu différentes aujourd'hui. Puisque ces grands modèles de langue ont besoin avant tout de grands volumes de texte, voilà. Mais de grands volumes de texte le mieux écrit possible, le plus renseigné, le plus précis aussi dans les types de réalités qui sont décrites dans ces textes. Et évidemment, les grands journaux, les grands titres de presse sont évidemment parmi les premières sources de ces grands modèles de langue. Et en même temps, ça va être la question la plus importante pour aujourd'hui, on a des éditeurs de presse qui en même temps sont les clients. Donc à la fois ils sont la source des données et en même temps anticipés, imaginés comme les clients ou les concurrents également, puisque les intermédiaires des GAFAM et les grandes plateformes, évidemment, voilà, comment elles se positionnent par rapport aux éditeurs de presse, il y a tout un ensemble d'interrogations. Alors, j'évoquerai pas tous les aspects, simplement pour dire au départ que on a de grandes interrogations sur les effets potentiels de ces nouvelles pratiques et de ces nouvelles technologies sur la qualité de l'information. D'une manière générale, mon argument ce matin sera le suivant. En fait, ce que je voudrais dire et ce que je voudrais essayer de présenter aujourd'hui, c'est de dire que, alors, grand problème évidemment, cette qualité de l'information avec l'intelligence artificielle, mais souvent, très souvent, ce problème est souvent perçu comme un problème un peu technique. Voilà, un problème qu'on essaierait de résoudre. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un des responsables de Google qui dit oui, c'est vrai, encore aujourd'hui, nos IA, elles ont tendance à halluciner. Mais bon, en fait, c'est un problème technique. Ça va être résolu dans un an et demi, et puis après, il n'y aura plus de problème. Voilà. C'est un peu cette idée-là. On a cette idée parfois aussi aujourd'hui très répandue, qui est aussi de se dire, on va essayer de réguler les IA génératives en mettant par la technique. Voilà, notamment en essayant de certifier, de trouver des solutions de certification des contenus, images, textes, etc. Alors tout ça est très intéressant évidemment, mais mon objectif ici aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer que le problème de la qualité de l'information avec les intelligences artificielles, c'est un problème bien plus vaste, et que l'entrée purement technique comme ça n'est pas forcément la meilleure manière pour entrer dans ce problème-là. Alors pour essayer d'être concret, d'abord, ce que je voudrais faire, c'est aborder tout simplement... faire un petit état des lieux rapide de c'est quoi la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde de l'information d'actualité, dans la production de l'information. Alors, en fait, en m'appuyant sur des travaux, etc., j'ai essayé tout simplement de clarifier un tout petit peu, puisque l'aspect très particulier et très compliqué avec l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est que c'est très très varié, c'est des technologies quand même relativement différentes. Certaines existent quand même depuis assez longtemps et sont utilisées très largement depuis assez longtemps, et puis d'autres sont beaucoup plus émergentes. Alors, je voulais juste essayer de trier un peu les choses. Donc là où c'est quand même relativement établi depuis longtemps, c'est toute cette fonction qui est distribution de l'information. Toute la distribution de l'information, en fait, faut bien reconnaître que les éditeurs de presse sont pratiquement étrangers à cette fonction. Ils ont perdu en grande partie, depuis la fin des années 90, début des années 2000, en grande partie, la distribution de l'information, elle n'est plus du tout maîtrisée par les éditeurs de presse ou les organisations journalistiques. Alors, ça va prendre des formes différentes, évidemment, via les réseaux sociaux, des algorithmes de recommandation, tout un ensemble d'applications aussi qui vont permettre de personnaliser, du point de vue de l'usager, les contenus auxquels on a accès. Des questions de modération des contenus, où là, encore une fois, souvent, c'est pas forcément l'éditeur de presse, ou en tout cas l'organisation qui s'occupe de ça. Bon, par exemple, un des secteurs dont on parle jamais, mais qui est quand même super important, en fait, c'est les paywalls dynamiques. On sait très bien, par exemple, le New York Times, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est les paywalls dynamiques, c'est-à-dire faire en sorte que quand vous accédez au site ou à l'application, en fait, on va faire des calculs sur le bon moment où on va vous fermer l'accès à l'article pour faire en sorte de déclencher l'abonnement. Ça, c'est vrai que le New York Times, par exemple, avait réussi extrêmement bien sur ces affaires-là. Il y a aussi tout un autre ensemble de choses qui sont vraiment, à la limite, que les professionnels de l'information ne voient pas du tout. C'est l'affichage publicitaire. De la même manière, évidemment, il est, avec la publicité programmatique, largement piloté de l'extérieur et en grande partie, donc, avec de l'IA à l'intérieur de ça. Donc, c'est assez bien établi, ces pratiques. Elles évoluent, évidemment, en grande partie, mais
encore une fois, les professionnels de l'information sont quand même complètement étrangers à l'affaire, en grande partie. Ce n'est pas totalement vrai, hein. Je pense à, par exemple, la manière dont un journal comme l'Équipe, par exemple, récemment a mis en place des systèmes de résumé des commentaires sur le site. Voilà. Donc ils ont encore quand même parfois une petite marge de manœuvre pour peser sur la distribution de l'information, mais la plupart du temps, ça leur échappe quand même complètement. Autre chose bien établie, toutes les métriques d'audience, donc tout ce qui est plutôt du marketing, l'identification des trending topics. Évidemment, ça va être en partie aussi relativement bien établi. Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que ces outils-là sont utilisés, qui permettent à la fois de traiter de grands volumes de données et de voir comment se comportent les consommateurs d'informations face à l'information. Bon. Là où on a des fonctions beaucoup plus récentes, et ça c'est ça qu'on a souvent à l'esprit en fait, hein, ce sont ces autres fonctions qui sont d'abord la question de la collecte et du traitement de l'information. Alors, là, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire utiliser des outils, alors d'IA ou d'IA générative, pour collecter des données, les analyser, classifier des documents, retranscrire, vérifier, etc. Tout un ensemble de fonctions de traitement de l'information, de collecte et de traitement de l'information. Alors, ce sont des pratiques relativement anciennes en réalité, hein, puisque moi j'ai pu travailler un petit peu là-dessus et j'ai vu l'émergence en gros de cette, on voit l'apparition dès les années 70 en gros, hein, de ces pratiques-là. Elles sont exigeantes, elles demandent souvent un travail vraiment d'ajustement au projet journalistique, donc c'est un investissement en fait et des ressources et des capacités assez rares. Pour le dire rapidement, c'est plutôt une affaire de virtuose, voilà, ou en tout cas d'organisation très dotée, voilà, pour le dire rapidement. Et puis enfin, ce qu'on a en tête, c'est-à-dire l'édition de contenu, utiliser les IA génératives pour générer, éditer, reprendre du texte, l'adapter à des publics différents, reformater, évidemment très intéressant, reformater d'un support à l'autre, etc., suggérer des titres, etc. Tout un ensemble de pratiques potentiellement en grande, qui se développent et très très vite, dont on ne sait pas encore totalement, les connaissances ne sont pas totalement stabilisées. Voilà, c'était juste un peu pour faire un petit panorama général de tout ça. Je disais, c'est une histoire longue. Certaines des pratiques, j'ai pu l'analyser dans ce livre Computing the News. Alors, les pratiques de traitement de données, d'enquête, etc., avec ce qu'on n'appelait pas l'intelligence artificielle à l'époque, mais c'est simplement des outils statistiques, hein, de collecte de données et d'analyse de données, eh bien, l'aspect un peu particulier, c'est que non seulement c'est relativement ancien, je le disais, c'est relativement virtuose, d'accord, et c'est, par rapport aux autres fonctions qu'on a évoquées, c'est à l'initiative des journalistes. C'est-à-dire que c'est les professionnels de l'information qui eux-mêmes sont souvent à l'origine de ces pratiques-là. Ce n'est pas la hiérarchie, ce n'est pas le management qui va l'imposer, alors que sur les autres fonctions, évidemment, ça vient de l'extérieur. Alors, la grande question donc d'aujourd'hui, les effets sur la qualité de l'information. Alors, quand on essaye de présenter un peu ces effets, on a tout un ensemble de promesses et de limites. Alors, d'abord, les promesses qui viennent du management notamment, hein, et on peut comprendre, c'est la productivité, la rentabilité. C'est quand même le maître mot de l'intérêt qui est porté à ces technologies-là. Un intérêt aussi marketing, hein, de s'adapter aux préférences des consommateurs. Alors bon, on est parfois un peu critique, mais c'est aussi une fonction tout à fait normale, hein, des éditeurs de presse et des organisations d'information. Un argument qu'on trouve très souvent, auquel moi personnellement je ne crois pas du tout, hein, mais qui est de dire que ça va soulager les journalistes des tâches les plus répétitives. En gros, l'idée c'est qu'on va automatiser une partie des tâches et on va libérer du temps pour les journalistes et puis ils pourront faire des contenus de qualité. Voilà. Bon, en fait, souvent c'est pas les mêmes qui font les mêmes, donc c'est pas tout à fait crédible, on verra par la suite. Mais bon, évidemment, une grande promesse également d'exploitation d'une masse de données considérable. Là, c'est une promesse qui renvoie justement à ce que j'évoquais tout à l'heure depuis les années 60-70, hein, l'idée de traiter des masses très importantes grâce à ces outils-là. Et puis, cette question aussi, encore une fois, vous parliez de démocratisation des outils d'IA, il y a aussi d'IA générative, il y a aussi là-dedans aussi parfois une promesse de permettre à chacun de faire du code, ou en tout cas d'aller analyser les données sans grande compétence au départ. Là encore, quelque chose d'assez illusoire, je pense.
Ensuite, juste un exemple de l'exploitation des sources d'informations volumineuses et complexes. Évidemment, l'exemple absolu, c'est ICIG, ces grandes masses d'informations qui sont souvent des informations non structurées, puisque ce sont des fuites qui vont venir d'organisations privées. Ça peut être des mails, des PDF, des images, etc. Tout un ensemble d'éléments, de matériaux très, très divers, très hétérogènes et qu'il faut organiser. Et tout le travail de l'investigation, eh bien, ça va être de structurer ces documents épars en une base de données. Et là, évidemment, ces outils-là peuvent être tout à fait intéressants. Il y a des inquiétudes. Alors, on l'a dit, les deepfakes, la désinformation de masse. Alors, qui est tout à fait un phénomène documenté dans certains pays, notamment dans certains contextes, voilà, où on voit effectivement en Chine notamment, en Russie, une propagande et à l'étranger évidemment, une propagande très importante qui peut s'appuyer sur des camps de l'IA générative pour faire de la désinformation à grande échelle. Tout un ensemble de préoccupations liées évidemment à la méfiance du public, enfin, voilà, puisqu'on sait très bien que la confiance du public dans l'information, elle est très basse. En général, elle est particulièrement basse en France, aux États-Unis également. C'est évidemment une préoccupation importante. Le remplacement évidemment des journalistes, et puis plus généralement un problème lié à la dépendance aux fournisseurs de ces outils d'IA et notamment d'IA générative, puisque un des risques qui peut évidemment se produire et se présenter, c'est cette dépendance extrêmement forte qui est déjà très très forte pour toutes les fonctions de distribution. Parce que vous voyez, l'idée, c'est que dans le petit schéma que je présentais, toute la fonction de distribution, encore une fois, elle échappe totalement pratiquement aujourd'hui aux éditeurs de presse. Là, le danger avec ça, c'est que les autres fonctions commencent à échapper aussi. Et en tout cas, que le contenu même de l'information, dans sa production, dans sa matière même, puisse échapper aux professionnels de l'information. Voilà. Alors, pour aborder ce problème, en fait, j'ai choisi d'essayer de revenir sur finalement presque 2 décennies en fait, de travaux à la fois qui croisent sciences sociales, sociologie et études sur les sciences et les techniques. Finalement, dans ce champ de recherche, ce qui a été très très important, ça va être, le point de départ, ça a été la publication de Digitizing the News en 2004. Donc ça fait juste 20 ans que cet ouvrage-là est sorti, et inspirant quand même une grande partie de la littérature sur le sujet aujourd'hui. Alors évidemment, les technologies n'ont pas arrêté de changer depuis 20 ans, c'est certain, mais il y a quand même des éléments structurants que je voulais vous présenter, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'elle nous a appris déjà bien avant les IA génératives ? Qu'est-ce qu'on sait de la numérisation et de l'effet que ça a sur la qualité de l'information ? Bon, évidemment, fragilisation des modèles économiques, un phénomène quand même très important et très bien documenté malheureusement aujourd'hui, c'est la crise de la valeur sociale de l'information. C'est-à-dire que concrètement, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes prêts à payer pour accéder à l'information, eh bien en fait ça va dépendre. Par exemple en France, on a les résultats là sont sortis là ces jours-ci. On sait que plus on est, par exemple, le facteur numéro 1, ça va être la distance à la politique. Dès qu'on s'intéresse à la politique, et notamment dans ses aspects institutionnels, on va être prêt à hauteur de 70% à peu près à payer pour de l'information. Et quand on est très éloigné, alors là, on tombe dans évidemment des proportions beaucoup plus faibles. Et donc on a une valeur généralement attribuée à l'information d'actualité qui est de plus en plus faible. Donc les intermédiaires numériques également. On sait aussi, je pense que ça c'est un des points vraiment centraux, c'est qu'en fait il y a une espèce de paradoxe en fait dans toute la numérisation de l'information, c'est que d'un côté on a de plus en plus de contenus de qualité. On peut trouver aujourd'hui des contenus de grande qualité d'information, chose qui n'existait pas à ce point-là quand on était dans les années 80 ou dans les années 90. Donc on a des contenus de plus grande qualité. Et en même temps, sur la masse, on a aussi beaucoup plus de contenus qui sont standardisés et complètement, en fait, qui sont basés sur l'imitation. D'accord ? Donc en fait, on a une espèce de paradoxe entre plus de qualité et plus de répétition, un océan de répétition. À peu près 2/3 des contenus qui vont être publiés, c'est à peu près de la répétition. D'accord ? Donc on a ce paradoxe. Alors, oui, je voulais traiter plusieurs motifs de l'IA dans ses effets sur la qualité de l'information. Premier motif, la question de la productivité.
Évidemment, c'est le motif numéro 1, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces outils-là, ou ces techniques-là, ces ensembles, encore une fois, très hétérogènes de technologies et de pratiques, pour eh bien, augmenter tout simplement la rentabilité et la productivité du travail de l'information. Alors, c'est donc très concrètement le fait qu'on va demander, et en passant par des plateformes et par des outils logiciels, eh bien, on va permettre de retraiter l'information, suggérer des titres, suggérer des paragraphes, suggérer des résumés, adapter le style, générer automatiquement aussi des contenus à partir de mots-clés ou de trending topics sur les réseaux sociaux. Donc on peut avoir tout un ensemble de phénomènes comme ça. Il faut savoir que, en fait, moi mon argument ici, c'est de dire qu'on accélère des tendances qui étaient déjà très présentes. Très présentes depuis quand même assez longtemps. Elles sont documentées depuis le début des années 2000, notamment par Pablo Bukowski dans cet ouvrage-là, News at Work. Phénomène bien documenté dans de nombreux pays. C'est que quand on fait l'ethnographie, l'observation du travail dans les salles de presse et dans les rédactions en ligne notamment, on voit une fragmentation du travail, une intensification du travail, des tâches de retraitement qui sont très importantes. Et quand, vous savez, il y a des gens qui très précisément ont essayé d'observer et de quantifier la part, vous voyez, quelle était l'activité des journalistes, à quoi ils passaient le plus de temps. Et en fait, on voit que de plus en plus, il y a de plus en plus de temps qui est consacré à des choses qui pour nous ne seraient pas forcément le plus important, c'est-à-dire titre, accroche, premier paragraphe. Tout le reste, finalement, c'est pas grave. Et c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Alors ça dépend. Là, je parle pas de tout le contenu, mais de la majorité du contenu qui est produit. Alors pourquoi c'est pas grave? Eh bien, ce que nous dit Pablo Bukowski, en fait, ça a l'air tout simple, mais c'est qu'en fait, les journalistes, en fait, ils découvrent au début des années 2000 que leur public, c'est un public de personnes qui sont au travail, en déplacement, qui ont très peu de temps. Et donc, en fait, on sait très bien à travers les métriques de lecture que, en gros, on dit le titre, on lit l'accroche, on lit le premier paragraphe, et après, ça s'arrête là. Donc, ça ne sert à rien en termes d'effort des professionnels d'information de passer trop de temps sur ce qui ne va pas être consommé. Alors, évidemment, avec les IA génératives, il y a des nouvelles tâches qui apparaissent. Je ne suis pas en train de dire que rien ne se passe. Au contraire, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer. Notamment tout un ensemble de connaissances pratiques très importantes sur la génération des prompts. Comment on fait, effectivement, vérifier les résultats. Cette espèce d'hybridation et d'interaction avec la machine qui donne lieu à des réceptions sans doute assez différentes selon les pays et selon les cultures organisationnelles. Donc ça, il y a beaucoup de recherche qui est nécessaire sur ces aspects-là. Deuxième motif, évidemment très lié au premier, c'est l'aspect plutôt marketing, marketing rédactionnel. Évidemment, les outils d'IA générative vont permettre d'accélérer encore ce qui était déjà très présent. Alors pas partout, encore une fois, parce qu'il y a une grande diversité dans l'offre d'information. Mais en tout cas, le pôle plus commercial, évidemment, va s'orienter vers ça. Donc, modérer les contenus, évidemment, mais surtout, donc à la fois, en fait, le plus important ici, ça va être de faire le lien entre l'évaluation de l'audience, donc considération vraiment métrique d'audience, etc., identification des trending topics, et puis ça. Donc l'idée, ça va être de relier les deux. C'est ça que ça permet, les IA génératives, en gros. Ça permet de manière semi-automatisée d'aller identifier ce qui plaît au public, ce qu'on suppose plaisant au public, évidemment, et de l'automatiser avec des fonctions de production de texte ou d'autres contenus. Bon, là, on a ce modèle qui est souvent utilisé ces dernières années, ce qu'on appelle la plateformisation de l'information. C'est un modèle qu'on peut contester, qui n'est pas du tout valable pour tout. C'est vraiment pour une fraction seulement du marché de l'information. Mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est et ça apparaît avant les IA génératives, mais l'idée, c'est d'identifier ce qui plaît sur les réseaux sociaux, pour ensuite proposer des sujets, évaluer leur rentabilité, publier le contenu, et puis après voir si, suite aux réactions qui se passent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut en faire plus, est-ce qu'il faut déplacer un peu le type de thème ou le type de couverture, etc. Alors, ce qu'apporte ici la promesse de ces IA génératives, un peu effrayante, je veux dire, qui est d'accélérer vraiment, d'automatiser partiellement le lien entre l'identification de ce qui plaît sur les réseaux sociaux et puis la production du contenu. Donc ça, c'est ce qui est développé aujourd'hui, par exemple chez Google, dans leurs outils qu'ils sont en train de préparer pour les publishers, pour les éditeurs de presse.
Donc l'idée, évidemment, c'est de, encore une fois, alors pas totalement automatisé, hein, mais semi-automatisé, en tout cas, aider et permettre d'accélérer et d'accentuer la productivité des journalistes. Évidemment, il y a tout un ensemble de risques importants autour de ça. Alors, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il faudra voir vraiment comment ça se passe, parce que, évidemment, le risque numéro un, c'est le brouillage des frontières encore plus flou, en fait, entre le marketing et le rédactionnel, entre l'aspect éditorial et l'aspect marketing, avec, d'un point de vue ici strictement économique, quand même des questions. Hein. Ce n'est pas totalement garanti que ça fonctionne, parce qu'en fait, ça permet de faire des contenus qui sont quand même ultra standardisés, donc qui correspondent tout à fait à ce que je vous disais tout à l'heure, d'imitation, de standardisation massive. Le problème, en fait, d'un point de vue strictement économique, c'est que si vous produisez des contenus ultra standardisés et de répétition, vous allez, la plupart du temps, viser des revenus et des recettes qui sont plutôt sur le marché publicitaire, donc qui sont très basses la plupart du temps. Donc il faut faire du chiffre, du gros volume pour gagner de l'argent. Et évidemment, le problème, c'est que voilà, ça se joue à quelques minutes, à quelques secondes parfois. Encore une fois, sur le marché, ça ne permet pas de faire des choses très différenciantes. Donc il peut y avoir des soucis, même économiques, de modèles économiques qui ne sont pas totalement évidents, par rapport au modèle de l'abonnement qui, lui, évidemment, rend plus délicat ce genre de pratique. Autonomie professionnelle, évidemment, très affaiblie potentiellement. Ça correspond bien aussi à d'autres travaux qui mettent en avant parfois des formes non seulement de perte d'autonomie professionnelle, de risque de perte d'autonomie professionnelle, et puis de déqualification en partie de ces travailleurs de l'information. Ce que montrait malgré tout Angèle Christin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, parce que c'est pas déterministe, d'accord ? La technologie ne détermine pas les pratiques et les résultats. Ce qu'elle montre notamment, Angèle Christin, dans sa comparaison, en fait c'est un livre passionnant qui porte sur les métriques d'audience et la manière dont aux États-Unis et en France on utilise, ou les journalistes en tout cas s'appuient différemment sur les métriques d'audience dans les deux pays. Et ce qu'elle montre en fait, c'est que quand on est aux États-Unis, dans la plupart des organisations de presse, en fait, certes, objectivement, les métriques d'audience comptent plus dans les modèles économiques comparés à la France. Voilà, quand on regarde, ça compte plus. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'elle montre que aux États-Unis, dans les rédactions qu'elle observe, eh bien, paradoxalement, les journalistes, chaque jour, semblent y prêter une moins grande attention. Comparé à la France, où dans les rédactions qu'elle observe, elle voit des journalistes complètement stressés, complètement obnubilés par les métriques d'audience. Alors vous voyez, il y a une espèce de paradoxe vraiment très, très passionnant qu'elle résout en fait en disant c'est une question de culture professionnelle. En fait, aux États-Unis, dans la plupart des organisations de presse, on a une vision du travail plus poussée. Et donc on a des rédacteurs qui font leur job de rédacteurs et qui sont en fait débarrassés de l'attention, de l'obligation de porter attention aux métriques par un manager qui est un vrai manager. Des managers qui ont une culture plutôt marketing et qui donc du coup, eux, vont s'intéresser aux métriques, mais vont décharger leur staff reporter de l'attention aux métriques. Là où en France, c'est beaucoup plus flou et on a souvent des managers qui ont aussi une prétention intellectuelle plus grande et qui souvent s'intéressent pas forcément de près toujours, en tout cas ne déchargent pas les journalistes de l'attention aux métriques. Donc quand même, il faut toujours avoir en tête que cette dimension-là est importante. Enfin, dernier motif sur lequel je voudrais terminer, j'espère que je ne suis pas trop long, simplement pour vous dire que évidemment, ça, c'est un motif sur lequel moi j'ai particulièrement travaillé, c'est le motif de l'enquête. C'est-à-dire, on va utiliser ces outils d'IA générative, etc., d'une manière qui est importante, qui va être simplement une promesse démocratique, civique. L'ICIG, évidemment, la révélation des réseaux de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale à l'échelle mondiale, etc. Tout ça est vraiment passionnant et d'un point de vue civique, en tant que citoyen, c'est évidemment quelque chose plutôt d'intéressant et de bénéfique pour la collectivité. Donc ici, l'idée consiste à dire, avec ces outils-là, on va traiter des masses de données beaucoup plus importantes, on va montrer des aspects systémiques, vous savez, des phénomènes systémiques qui traversent les données auxquels on n'a pas accès comme ça quand on les regarde d'un point de vue qualitatif, etc. etc. Bon. Évidemment, l'idée est belle. Elle s'appuie sur finalement une grande tradition, la tradition du data journaliste, du journaliste de données, et puis de ces
en fait, de la manière dont le journalisme de données est apparu aux États-Unis à partir de la fin des années 60, début des années 70, avec cette idée que, voilà, grâce à ces outils-là, alors on n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle, mais plutôt dans les statistiques, en fait, au départ, hein, des statistiques assez proches des sciences sociales. Donc l'idée, il y a plusieurs promesses. Il y a une des promesses, celle-là est beaucoup plus récente. Hein, c'est de dire, voilà, on va fournir des données aux citoyens et aux lecteurs pour qu'ils puissent prendre tout un ensemble de décisions. Voilà, aux États-Unis, par exemple, vous savez que votre médecin a reçu de l'argent de telle ou telle compagnie pharmaceutique. Peut-être que ça va vous aider ou avoir des conséquences sur votre relation avec lui, etc. Évidemment, la surveillance des pouvoirs, contrôler les pouvoirs, les analyses systémiques à partir de tout un ensemble de phénomènes différents, et puis aussi cette promesse qui est de dire, peut-être que, vous savez, historiquement, les médias d'actualité ont tendance à porter attention quand même souvent aux mêmes choses. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est aussi d'avoir peut-être tout un ensemble d'outils qui vont permettre de couvrir des populations ou de couvrir des phénomènes sociaux qui traditionnellement ne sont pas couverts parce que les ressources sont limitées, les choix journalistiques sont ce qu'ils sont, etc. Bon. Évidemment, là, l'exemple le plus prometteur, c'est ICIG, je le disais, avec par exemple l'idée que on a un déluge de données, notamment de la part des lanceurs d'alerte, et maintenant il faut essayer de trier, d'organiser les données pour trouver les histoires et faire les enquêtes. Et donc évidemment, il y a une promesse très grande d'utilisation de ces données-là. Alors, en fait, ce que je dirais à partir de ça, de ce motif de l'enquête, c'est que là, il faut rester quand même relativement prudent. Il y a plein de choses possibles. Il se trouve que, voilà, moi je suis un sociologue, je travaille aussi avec beaucoup de gens un peu comme David qui on travaille sur des données, on exploite des données, on essaye d'en faire des sciences sociales, etc. On sait à quel point c'est pas quelque chose qui est simplement une délégation aux outils. Hein. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, exige des ressources très importantes. Et là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce type d'enquête exige des ressources importantes. Souvent, la plupart du temps, moi c'est ce que j'ai vu et la littérature le confirme, on a souvent des outils de calcul qui sont vraiment ad hoc. Ad hoc non seulement à une organisation, mais souvent à des projets singuliers qui peuvent être sur plusieurs organisations à la fois. Mais voilà, on a un savoir-faire, on a une cumulativité, mais qui est quand même réduite. D'accord ? Il faut des ressources d'ajustement, de développement en interne. Donc évidemment, l'idée qu'on se reposerait sur des plateformes pour faire ça, c'est vraiment très compliqué. Ce que j'observe aussi, c'est que dès qu'il est question de vérification en fait, des données, l'automatisation, elle est très compliquée. Très compliquée. Alors, la vérification, elle est évidemment dans les standards journalistiques très importante, notamment parce qu'il y a aussi des problèmes juridiques derrière. Hein. Vous ne pouvez pas non plus diffuser des données qui, à l'échelle granulaire, seront fausses ou auront des conséquences, etc. Donc, il y a aussi des enjeux très forts. Et moi, ce que j'observe dans la plupart des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est en fait des budgets consacrés aux ressources humaines très importants, hein, puisque quand on veut vraiment vérifier des données, la délégation, on peut aider un peu, mais c'est compliqué de la déléguer totalement. Tout ça pour dire que un des problèmes qui se pose ici, c'est que, et vous le voyez bien, je pense à travers ces différents motifs, c'est qu'on a à travers donc l'extension de ces IA et notamment des IA génératives, un certain risque qui est le creusement d'un fossé en fait, hein, entre vous voyez très bien où je veux en venir, c'est-à-dire d'un côté des organisations un peu virtuoses, qui ont des ressources importantes, qui peuvent développer, qui ont des capacités en interne et qui ont une capacité à mettre à distance les plateformes, à conserver une autonomie. Elles seront peu nombreuses, évidemment, mais pourront exploiter les outils, vraiment les bénéfices de l'IA pour sans doute faire une information de plus grande qualité. Et en même temps, on a le marais énorme des médias d'information qui vont être plutôt dans un marketing rédactionnel, qui vont au contraire encourir plutôt un risque de déprofessionnalisation et de production de contenus qui seront des contenus de plus faible qualité. Tout ça pour dire que, en conclusion, vous voyez bien l'idée, c'est que ici, le sens de mon propos ici, c'est de dire, ok, on a des craintes, notamment la désinformation massive, etc. Mais
je pense qu'il ne faut pas que ce soit non plus l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'en fait, la désinformation, elle existe, elle peut être massive. Mais quand on regarde, par exemple, voilà, en France, la plupart du temps en Europe et aux États-Unis, quand on regarde vraiment le régime médiatique, en fait, la plupart du temps, le fait d'être exposé ou l'exposition à la désinformation hard, elle est quand même relativement résiduelle, pas très importante, en dehors de situations bien particulières. Et donc, je pense qu'une des questions centrales, c'est quand même cette qualité de l'information hors des informations, parce qu'évidemment, entre désinformation et puis information, il y a vraiment de grandes inconnues et de grandes interrogations et tout un gradient de qualité différentes. Et donc, je pense que c'est assez important, quand on dit IA, de serrer un peu les problèmes, de voir qu'on a plusieurs aspects très très différents, plusieurs motifs très très différents, que tout ça s'agrège, mais qu'il faut essayer de distinguer les choses pour voir les principaux enjeux aussi d'inégalité et de crise aussi sur le marché de l'information. Merci beaucoup. Nous avons désormais un temps d'échange avec le public. Je ne sais pas si vous voulez rester là ou oui, vous asseoir. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup. Il y a un paradoxe que je remarque dans le fait qu'en fait, il y a en effet une conscience accrue chez le public de la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Et ça devrait être au bénéfice de l'autorité de la presse, quelque part, et des professionnels qui produisent de l'information de qualité. Voilà, comment vous expliquez en fait ce phénomène opposé, en fait, en réalité, de perte de confiance dans l'information en général? En fait, à mon avis, le souci qui vient, c'est que, encore une fois, les organisations de presse ont perdu la main sur la distribution. Donc ça veut dire que concrètement, n'importe quel contenu produit peut se retrouver distribué. Alors d'abord à l'échelle de la plupart du temps d'un article. Voilà, quand on était dans les années 90, on avait un article, on accédait à un site web, on avait un ensemble de contenus. Ensuite, il a été explosé en plusieurs, simplement des news items, c'est-à-dire simplement des articles ou des contenus très granulaires. C'est encore pire avec l'IA générative, puisque si vous interrogez, alors on ne peut pas encore le faire en France, mais aux États-Unis, si vous interrogez le moteur de recherche Google sur l'actualité, il va vous répondre, il peut répondre à des questions finalement, mais on ne sait pas exactement sur quoi il s'est appuyé pour vous donner l'information. Là, c'est encore plus, c'est même pas à l'échelle de l'article, c'est encore en dessous, c'est-à-dire c'est des phrases ou peut-être des mots qui ont été calculés et ressortis, etc. Donc tout ça pour dire que, à mon avis, le gros problème, c'est que c'est la question de l'accès des individus à l'information et simplement le fait qu'on accède à des informations, mais ce qui était quand même souvent le contrat de confiance, c'est la marque du média, c'est-à-dire être sûr qu'on a une relation de confiance, et cette relation de confiance, c'est quand même central en fait dans l'information. C'est pas central seulement parce que on se dirait que tel ou tel média aurait à 100% raison tout le temps ou travaillerait bien, etc. C'est pas seulement pour ça, c'est aussi parce que s'établit entre le public, l'usager et puis l'organisation de presse une relation qui est basée à la fois sur des arguments rationnels mais aussi émotionnel. Voilà, c'est normal, c'est de se dire voilà, je fais confiance, je délègue mon jugement en partie à telle et telle organisation. Et là, évidemment, quand à la fois l'offre est éclatée, difficile à identifier, et que par ailleurs les usagers eux-mêmes eh bien, ont du mal parfois à avoir des rituels de consommation de l'actualité. C'est très compliqué. Avant, c'était fondé sur des rituels qui étaient assez inscrits. Aujourd'hui, ils ont été largement remis en cause, ces rituels. Et donc, on a forcément des choses très différentes. Mais vous savez, par exemple, c'est toujours un truc qui m'intéresse et qui me surprend, c'est que quand on regarde la confiance dans l'information, on voit que, vous savez, la façon de consulter l'information, et notamment, est-ce que vous allez sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous allez directement sur une application ou sur le site web d'un site de presse? En fait, on a une différence très très grande entre les deux, et socialement, c'est pas du tout réparti de manière égalitaire. Plus vous avez des ressources, plus vous êtes proche de la politique institutionnelle et intéressé par la politique, plus vous allez privilégier un accès à l'application ou un accès au site web sans passer par... Vous pouvez passer par un site de réseau social, mais dans ce cas-là, vous allez vous abonner et être sûr de suivre, etc. On a des accès qui correspondent comme ça aussi à des confiances différentes, parce que souvent c'est plus simple d'avoir confiance quand on accède à un titre en particulier.
Mais bon, tout ça, c'est vraiment des aspects vraiment, vraiment passionnants, mais aussi difficiles à déchiffrer, c'est clair. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonjour. Quand on parle avec des journalistes, ils racontent que dans ces dernières 10 ans, en fait, leurs tâches ont été multipliées. C'est-à-dire là où ils écrivaient un article par jour, ils en écrivent 4. Ce qui correspond, il me semble, à un éclatement justement que vous avez décrit d'une multiplicité. Il faut faire l'article, le podcast, etc. Et en reprenant votre catégorisation initiale, où vous dites, bon, finalement, l'IA, c'est pour des tâches. Alors, des tâches particulières, donc on peut imaginer. Et donc, je me demandais si justement dans ce éclatement général, est-ce que, en fait, la production IA ne serait déléguée à une tâche? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on garde justement dans cette différenciation, on se dit, bon, l'IA, ça va faire ce type de production, ce type de travail. Est-ce que ça va s'ajouter au reste, vous voyez, comme un canal de plus? Oui, merci. Oui, vous avez raison. Je pense qu'en fait, l'IA, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Et quand on est dans une salle de presse ou quand on est avec des journalistes, ils vont pas dire ah, c'est l'IA est là, etc. Et évidemment, il y a tout un ensemble d'applications qui ont une temporalité assez grande, qui prennent des inscriptions ou des formes sociotechniques bien particulières, etc. Et donc, finalement, parfois, ça peut être simplement l'introduction d'un nouveau logiciel qui va, par exemple, permettre d'identifier de manière semi-automatique des titres, ou de proposer des titres, ou de faire des résumés, etc. Mais c'est à chaque fois des petits bouts comme ça. Mais en fait, la perspective d'ensemble, elle échappe à tout le monde. Vous savez, même par exemple, c'était même depuis assez longtemps, un journaliste qui rédige ses articles, etc., il a la plupart du temps, aucune idée de quel va être le rendu final sur, par exemple, un ordinateur ou bien le téléphone de la personne qui va lire son site. Ouais. Il ne saura pas où ça va être placé, il ne saura pas quel est l'environnement publicitaire, évidemment, etc. Et donc, on a finalement des outils comme ça qui viennent transformer, ou en tout cas qui viennent faire évoluer un ensemble de pratiques dont certaines sont déjà en grande partie présentes. Ce qui, en fait, aussi pose problème, parce que, notamment, là, je ne sais pas précisément comment ça va se passer, mais vous savez, si par exemple, quand on aura ces offres commercialement établies, proposées par Google ou les plateformes, en disant, bah voilà, comme on a la suite, voilà, qu'on a sur la suite Google, qu'on utilise pour beaucoup d'entre nous, si on a voilà, un truc comme ça qui permet, qui intègre totalement les outils ou le travail des journalistes, on peut avoir un moment d'introduction qui peut donner lieu aussi à des critiques, à des formulations de critiques, etc. Ça, c'est possible. Mais la plupart du temps, c'est quand même réparti dans un ensemble d'applications très, très diverses, souvent très installées, dont le fonctionnement échappe à tout le monde, enfin à la plupart des gens, ce qui n'est pas du tout facile. Merci pour ce très bel exposé. Moi, j'ai une question complètement naïve. Est-ce qu'il y a eu jadis, il y a longtemps, avant la Deuxième Guerre, mettons. Donc on pouvait dire, il y a ceux qui lisent les journaux, les quelques journaux nationaux, il y a ceux qui lisent peut-être les journaux du coin, il y a ceux qui lisent pas les journaux et qui se reposent sur des discussions au café. Et on aurait pu peut-être, et on l'a probablement fait en sociologie de l'information, dire, ben voilà, il y a 5 grandes catégories de personnes selon la source de leurs opinions en matière politique. Mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, ce serait bien utile d'avoir ce genre de choses, j'imagine, si on veut orienter la politique dans une certaine direction, ou éviter certaines dérives, ou persuader, ou comprendre simplement. Mais j'ai l'impression que ça a été tellement pulvérisé que c'est impossible, qu'on ne peut pas dire, oui, il y a 4 ou 5 ou 6 grandes catégories de gens selon les sources, au fond, de leur information et de la formation de leur conviction. Merci beaucoup. Oui, alors il y a malgré tout quand même des tentatives qui sont faites, évidemment, notamment sur, alors pas forcément des titres en particulier, mais un style bien particulier. On sait par exemple que voilà, quand il y a tout un ensemble d'individus qui est plus important, qui va être le groupe qui va combiner en gros télévision,
audiovisuel, avec potentiellement d'autres sources d'informations, mais où l'audiovisuel va rester encore, il peut être numérique, il peut être télévisuel, etc., mais il va représenter une grande partie des choses, où l'information d'actualité occupera parfois une place extrêmement réduite. Voilà. On a d'autres profils qui vont combiner des gens qui vont être exclusivement réseaux sociaux, qui vont combiner radio et réseaux sociaux, voilà, on arrive à voir les choses. Mais quand on compare avec cette période, à mon avis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, en fait, il y a une question de volume. Hein, c'est clair que le volume n'a plus rien à voir. Hein. Ce qui veut dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des phénomènes plus importants aussi de ce qu'on appelle l'exposition sélective à l'actualité. Hein, c'est-à-dire que, voilà, compte tenu de votre parcours, de votre trajectoire, de vos intérêts, etc., vous allez pouvoir sélectionner finement les contenus auxquels vous allez être exposé, peut-être même plus finement qu'auparavant, où en fait, voilà, c'est ce que Gabriel Tarde étudiait déjà durant l'affaire Dreyfus, où il y avait les publics des journaux. Hein, mais le public d'un journal, c'est pas tout à fait pareil, parce que là, en fait, c'est à une échelle qui peut réorganiser des contenus différents. Et l'autre phénomène qui se passe aussi et qui est très différent, mais là qui est plus du côté de la production, c'est qu'on a ces boucles qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses, beaucoup plus équipées technologiquement entre les audiences, les comportements sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et les décisions productives, etc. Et ça, de ce point de vue-là, ça crée des choses qui sont parfois un peu délicates. Par exemple, vous savez, quand je disais tout à l'heure qu'on pouvait avoir donc l'identification des trending topics, etc., en réalité, c'est quand même extrêmement problématique, parce qu'on sait très bien par ailleurs que tout un ensemble de contre-publics ou de publics organisés sur les réseaux sociaux sont passés maîtres dans le fait d'aller pousser telle et telle thématique à tel ou tel moment. Ce qui veut dire que, vous savez, une des grandes questions, c'est toujours comment ça s'organise. Est-ce que, quand on a des thèmes qui émergent, dans quelle mesure ils sont vraiment représentatifs ? Honnêtement, représentatif sur les réseaux sociaux, c'est représentatif souvent de pas grand-chose, forcément, parce qu'il y a le public de ces réseaux sociaux qui est socialement très situé. On a en plus des tactiques, des stratégies de mise en visibilité constante. Ce qui veut dire que le problème reste toujours un peu le même. C'est-à-dire qu'est-ce que représentent les gens, et finalement, est-ce qu'on suit un public ou est-ce qu'on suit une figure du public portée par des acteurs stratèges, etc. Enfin, c'est toujours des questions très, très importantes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Donc on va passer au deuxième exposé qui va nous permettre aussi de revenir, j'imagine, sur ces pratiques d'astroturfing que vous évoquiez à l'instant, avec la présentation que va réaliser David Chavalarias. Donc, David Chavalarias est directeur de recherche au CNRS, au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHESS, et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris et Île-de-France. Vos recherches se situent à la croisée entre les sciences cognitives et les approches systèmes complexes que vous mobilisez pour étudier l'évolution de nos sociétés à l'ère numérique, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage que je ne peux que recommander à tous, Toxic Data, qui analyse l'impact des médias sociaux sur nos démocraties. Et vous allez partager aujourd'hui avec nous vos réflexions sur l'usage des intelligences artificielles, à la fois en tant que concepteur de plateformes utilisant ce type de technologie et en tant que spectateur d'un déploiement sans garde-fou d'une technologie encore mal maîtrisée et d'un aveuglement face à leurs limites, avec possiblement des impacts majeurs sur notre démocratie. Oui, donc comme ça a été très bien introduit, je vais partager des réflexions sur l'IA et aussi par rapport aux observations qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux, mais de manière aussi plus générale. Je vais juste enlever ça. De manière aussi plus générale sur la place de l'IA sur la société. Et ce qu'a présenté Sylvain Parasi tout à l'heure est une très très bonne complémentarité avec ce que je vais montrer. Alors, déjà, comme avertissement, j'ai beaucoup parlé des IA génératives, des LLM, et plutôt sous l'aspect des risques, parce que j'imagine que dans ce colloque, il y a eu aussi des discussions sur l'aspect des opportunités.
on a eu un bond scientifique énorme, et tout ce que je dis là n'est pas pour diminuer le côté scientifique, hein, mais c'est juste que je pense qu'il faut bien avoir conscience de ce à quoi on a affaire pour pouvoir éviter les dérives. Par exemple, si on invente un avion, il va plus vite que les oiseaux, mais si on pense que c'est des oiseaux et qu'on le laisse sur le tarmac, il ne va pas se mettre à se nourrir, se reproduire, etc. Hein, donc c'est ça. Donc ce que je veux dire là ne présume rien, évidemment, de tout le mérite qui a été fait par les scientifiques. Voilà. Et je vais aussi parler de l'IA donc, comme une interface de perception, c'est-à-dire que ce sont des objets donc, informatiques, mais qui ont des incarnations physiques, qui vont être une interface avec le monde. Et donc, par exemple, dans le cas de la désinformation, ça peut nous faire croire des choses, etc. Donc, ce côté interface de perception va être assez important. Alors, ce que je vais dire aussi se fait dans un contexte où on a une adoption très rapide de ce genre de technologie. Et donc, on va parler, quand je disais que je ne parlais pas du côté scientifique, c'est-à-dire que je vais parler surtout des usages. C'est-à-dire qu'on a eu une avancée scientifique majeure, mais on a un problème d'usage qui est en fait drivé par une espèce d'urgence. Donc là, vous avez le nombre de mois qui sont écoulés pour atteindre 100 millions d'utilisateurs par nouvelle technologie. ChatGPT, c'est 2 mois. Donc vous voyez bien que vous avez quelque chose qui est a priori pas contrôlé. L'intelligence artificielle générative, je pense que c'est une des découvertes qui a le plus gros ratio entre impact et compréhension fine de ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire beaucoup de gens, il y a plein de choses où on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Et pourtant, donc, ça, c'est en train d'être déployé. Donc là, le message, ça serait plutôt un message de prudence. Je ne suis pas du tout aussi encore dans le côté... il faut faire attention, ça va... la nouveauté, la crainte de la nouveauté, c'est plutôt vraiment dans le côté prudence. Donc on n'est pas dans le cas de l'invention de la locomotive et croire que ça va nous apporter des dangers rien que d'y être. On va essayer vraiment de décortiquer les dangers qui vont être plus liés à notre méconception de ce que l'IA peut faire actuellement. Alors, je vais faire un focus donc, sur les IA génératives, juste pour dire que, comme l'a souligné Sylvain tout à l'heure, le domaine de l'IA est très vaste, hein, il y a plein d'IA différentes. En ce moment, la mode, c'est les IA génératives basées sur des systèmes de transformers. Et on peut les appliquer à plusieurs grands domaines. Alors, juste pour en mentionner 3 pour faire un focus sur l'un. Il y a tout ce qui est avancée technologique qui permet de recycler des données anciennes. Donc là, par exemple, vous avez un article qui montre que les IA actuelles, par catégorisation, parce qu'elles sont plus puissantes, peuvent rien qu'au son du clavier détecter et reconstruire ce que vous êtes en train d'écrire. Ce qui veut dire que toutes les conversations Zoom, tous les téléphones qui peuvent être éventuellement écoutés à distance, peuvent attraper ce que vous écrivez, donc vos mots de passe, etc. Ça veut dire que Zoom a en gros tous vos mots de passe. Donc, donc là, on a quelque chose... mais ça peut menacer la démocratie, mais indirectement, par du hacking, etc. Deuxième domaine d'application, c'est l'IA qui est appliquée à ce qu'on pourrait appeler des mondes stables, enfin des environnements où les régularités sont stables. Donc typiquement, l'IA a de grands succès dans tout ce qui est à médecine, détecter par exemple les mélanomes, parce que en fait, la physique et le comportement du mélanome ne va pas tellement changer en une décennie. Et donc, si vous apprenez une IA, si vous faites un apprentissage d'une IA sur des grandes bases de données de choses analysées, eh ben, la prochaine image, comme la physique, la biologie, etc., n'a pas a priori beaucoup changé, elle aura de très bons résultats. Donc, dans tous les environnements où on peut appliquer une IA, donc les environnements qui sont dits stables, l'IA va être très performante. Ça marche aussi d'une certaine manière pour faire du résumé, etc. Et puis, il y a les IA qui interviennent en monde ouvert au sens, avec émergence d'innovation, au sens physicien de espace des phases ouverts. C'est le cas des interactions sociales. Hein, les choses ne sont pas stabilisées, il y a des nouveaux mots, des nouveaux sens qui apparaissent tout le temps, des nouvelles pratiques. Hein, il n'y a pas d'environnement délimité de la culture. À un moment, la culture évolue rapidement. Et là, l'IA va avoir beaucoup plus de difficultés. Et c'est là qu'il peut y avoir danger à déployer une IA de manière trop massive, sans précaution, quand on lui la confronte à un environnement ouvert. Alors je vais essayer de décortiquer ça et on va essayer de se mettre dans la tête de l'IA et comprendre où est-ce que ça peut poser problème.
Alors, ce sur quoi je vais essayer d'insister, c'est que pour moi, un des grands risques liés aux IA actuelles, c'est vraiment le risque de projection de compétences, enfin d'attribution de compétences par anthropomorphisation, pardon. Excusez-moi, il est tôt, je me suis couché tard. Et par projection au sens presque empathie. Il y a des ingénieurs de Google, par exemple, qui ont cru que leur IA était devenue sentiente et qui se sont alarmés. Donc il y a un vrai risque. Et donc on va voir en quoi l'IA générative actuelle, telle qu'elle est actuellement, ça ne prévaut pas des évolutions futures, diffère de la cognition humaine et du coup, pour mieux comprendre là où il faut faire attention quand on essaie de la déployer. Alors, ça c'est une image. C'est une des premières images auxquelles j'ai eu affaire d'images générées par une IA. C'était en 2019. Quand vous regardez cette image, là c'est un petit peu pixelisé, mais on a l'impression de reconnaître des choses et en fait on ne reconnaît rien. Il n'y a aucun objet, quand vous attachez un objet, il n'y a aucun objet que vous pouvez reconnaître comme un vrai objet. En fait, c'était le début des IA génératives de type image, donc où on générait des régularités de pixels empruntés à des régularités apprises sur des immenses volumes, mais pas assez grands pour que ces régularités nous trompent. Et ça a créé quelque chose où on avait l'impression qu'il y avait du sens, mais en fait, on n'arrive pas à identifier le sens. Parce qu'en fait, il n'y en a pas, c'est des régularités statistiques. Quelques années plus tard, maintenant, on a ce genre d'image. Là, on peut croire que l'IA sait maintenant dessiner une femme, une scène, etc. Elle ne sait pas plus que l'image d'avant, en fait. Ce sont des régularités. Et on le voit par exemple, donc quand vous regardez, moi j'ai passé des heures à regarder par exemple ce que produisait la collectivité Midjourney. C'est fascinant, on voit énormément d'images, de diversité. Et puis on se dit, bah, ça y est, l'IA a compris ce que c'était qu'un homme, un animal, des yeux, etc., etc. Et puis vous lui demandez de faire quelqu'un qui mange une glace, et il va vous faire quelque chose comme ça. Donc ça c'était en 2023, maintenant ils y arrivent. Mais c'est intéressant de regarder les moments où où l'IA a échoué pour comprendre pourquoi elle a échoué. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème, il manque des doigts à la main. Bien que, sur la grande majorité des images produites à ce moment-là, tous les hommes et les femmes avaient 5 doigts. Donc on pourrait croire qu'elle a compris qu'il y a 5 doigts. En fait, non. Elle a encore une fois, elle a appris des régularités. Elle n'avait pas vu assez de cornets avec des mains autour pour dessiner correctement les mains. Maintenant, elle en a vu assez, mais il a fallu qu'elle les voie, il a fallu qu'elle soit confrontée à ces situations. Ce qui veut dire que les IA évoluent dans des mondes fermés, où elles ont des exemples, et dès qu'il y a un exemple une situation qui sort de ces exemples, rien ne marche plus. Alors là, encore un exemple de main. Alors, maintenant, je vais zoomer sur les IA conversationnelles, qui, je pense, sont les plus troublantes parce que elles s'adressent à nous en langage naturel. Donc on peut avoir l'impression, encore plus qu'avec les images, qu'elles ont attrapé une notion de sens. Si par exemple, vous demandez à une IA d'écrire un texte sur l'IA à la manière de William Shakespeare, bon, un spécialiste de Shakespeare vous dira que c'est pas du vrai texte, mais en novice, vous pouvez dire « Ah ouais, c'est assez fort, et en plus, il y a un message derrière, etc. etc. » Donc on a l'impression qu'elle maîtrise la langue, elle maîtrise le sens, la syntaxe, la sémantique, et même elle maîtrise la question de style. Qu'attend-on d'une IA, d'une intelligence, si on projette ça sous forme d'une intelligence, qui serait capable d'écrire n'importe quel type de texte comme ça? On se dit, en fait, elle a tout compris à la langue, elle a tout compris à l'écriture, elle sait écrire. Alors, ça, c'était encore hier, c'est le modèle actuel de ChatGPT, Pro, enfin bref. On demande à une IA, c'est quoi la lettre E? Alors il va dire, c'est la 5e lettre de l'alphabet, etc., etc. Il répond une réponse correcte. Donc on a l'impression qu'il sait ce que c'est que la lettre E. Peux-tu écrire un paragraphe sans utiliser la lettre E? Il va vous écrire ce paragraphe-là. Donc là, il y a plein de lettres E, évidemment. Donc en fait, il va générer un paragraphe qui en fait est probable, puisqu'en fait ce sont des machines à générer des choses probables, et des paragraphes sans lettre E étant hautement improbables, ça ne va pas marcher. Donc là, il y a recours à une génération associative
sans vérification de ce qui est produit, parce qu'en fait, le sens de ce qui est produit n'est pas connu. Elle ne sait pas la lettre E, même si elle est capable de ressortir la définition qu'elle a trouvée sur Wikipédia de la lettre E. Donc on continue. On lui dit, mais tu as utilisé la lettre E. Ah, je m'excuse, voici un nouveau paragraphe sur la lettre E. Et elle dit, j'ai corrigé ma réponse. De manière assez péremptoire. Bah, évidemment, il y a encore une erreur. OK ? Donc après, plus intéressant, on va essayer de la guider. Combien y a-t-il de lettres E dans la phrase « Un grand chat noir court rapidement dans la cour jouant avec un ballon ?» Donc il y a 3 lettres E dans la phrase, et puis il vous sort un petit truc comme ça. Quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il a généré un script en Python pour compter la lettre E. Donc on se dit, oh, c'est formidable. Il est capable d'avoir recours à un autre langage, donc pas un langage associatif, mais un langage syntaxique, programmatique, pour programmer quelque chose, pour calculer la lettre E. Bah, évidemment, il a scanné toutes les archives de programmation, donc ce petit bout de code, il est capable aussi de le générer toujours par association, et là, en l'occurrence, il est bon. OK. Donc, le paragraphe ne convient pas, essaye de refaire la lettre E. Donc, il va faire un truc comme ça, et puis il va se tromper parce qu'il va appliquer la fonction, mais à seulement la première phase. Bon, je m'excuse, c'est un peu laborieux, mais c'est pour comprendre que rien que pour faire comprendre la lettre E en IA, c'est pas facile. Donc, m'excuse de l'erreur, voici un nouveau paragraphe sans la lettre E. Là, donc cette fois-ci, il va essayer 6 fois de générer un paragraphe sans lettre E sans y arriver. Alors qu'il a la définition de la lettre E, il a le programme pour vérifier la lettre E, etc. Donc il etc. Et à chaque fois, il nous dit cette version ne contient pas la lettre E, parce qu'en fait, il ne comprend pas ce que veut dire cette version ne contient pas la lettre E. Il n'a pas de sémantique. Il ne peut pas lier le fait d'utiliser un programme qui vérifie la lettre E avec le fait de contenir la lettre E, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc, vous voyez que celle-là, là, elle est complètement fausse. Et puis, là, il a le... Alors, en fait, là, les 6 fois, à chaque fois, il générait le truc. Après, il vérifiait. Il disait « Ah non, je me suis trompé ». Il régénérait parce qu'il vérifiait le petit bout de code. Là, il voyait que c'était faux, le résultat, et il recommençait. Donc, il l'a fait. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il s'arrête et il dit « Ça contient la lettre E ». Alors, je me dis « C'est assez bizarre. Il a peut-être utilisé une autre fonction. Il s'est peut-être trompé de fonction. » Alors, quand on regarde cette fonction-là, en fait, il a pris la même fonction. Le résultat... c'est vrai, ça contient la lettre E, et pourtant, il dit que ça ne contient pas la lettre E. Ça veut dire que plusieurs fois, il était capable de relier le script Python au résultat true et de dire, bah non, moi je cherche un résultat faux, donc c'est faux, donc je recommence. Et à un moment donné, il s'arrête, il dit, en fait, non. Donc, alors, on pourrait dire, alors là, il est en train de mentir. Mais ça sera encore de l'anthropomorphisation. C'est-à-dire que ce qui se passe là, a priori, et les codes de OpenAI ne sont pas ouverts, mais en fait, donc c'est des IA génératives qui sont en fait déterministes d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elles calculent des probabilités, et étant donné un début de chaîne de caractères, elles vont calculer le token ou le mot suivant qui sera le plus probable, et elle va prendre celui le plus probable. Alors vous imaginez bien que si une IA fonctionne comme ça va être extrêmement barbant, parce que à même début, elle va mettre la même suite, puisque le mot le plus probable, étant donné une base d'apprentissage fixe, ça sera toujours le même. Donc, les ingénieurs d'OpenAI rajoutent un peu de bruit, de manière à ce que ça ne soit pas toujours le même. Ce qui fait que les hallucinations ne sont pas des hallucinations, c'est par conception que l'IA a des erreurs. D'une part, parce que sur certains exemples, on n'a pas un truc plus probable qui correspond à un état vrai, et par ailleurs, parce que même quand on les a, ils rajoutent du bruit pour faire un truc plus humain. Donc là, moi, mon interprétation, c'est qu'ils ont rajouté du bruit. Et en fait, le bruit, c'était finalement, tu prends en compte différemment le résultat. Et puis, le résultat, c'est finalement, ça contient la lettre E. Donc là, cet exemple est vraiment très intéressant parce que plus tard, peut-être que demain, ils arriveront à faire le lien, etc. Et on ne verra plus ce bug-là. Mais ce n'est pas un bug, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la conception des IA actuelles. Et si on se leurre trop longtemps sur leurs capacités, un jour, elles vont réussir à faire ça, on va croire que c'est bon, mais en fait, non. Dès qu'elles vont rencontrer une nouvelle situation inconnue, ça va refaire la même chose. Parce qu'elles ne sont pas capables de s'adapter à des situations non vues, déjà. Elles sont capables d'interpoler des situations non vues à partir de situations vues, mais un truc radicalement nouveau, pour le moment, elles ne sont pas capables.
Donc on pourrait repenser à la question de la chambre chinoise de Searle, où il disait si on me passe des signes chinois avec des règles pour dire comment les enchaîner et que je les donne à mon interlocuteur, ça ne veut pas dire que je connais les Chinois. Les IA, c'est exactement ça. On a comme ça un apprentissage à partir de choses probables. Alors, je vais insister sur 3 raisons fondamentales qui aujourd'hui font que la cognition de l'IA est différente radicalement de la cognition humaine et qui fait que, en fait, on ne peut pas faire confiance aux LLM ou aux IA pour générer du contenu vrai ou comprendre ce qui est fait. Et ça, c'est hyper important parce que quand même, on a des IA qui sont déployées, par exemple, sur des terrains militaires où elles sont censées comprendre qui sont les terroristes et les tuer, etc. En fait, ce manque de compréhension est pour l'instant consubstantiel aux IA. Alors, il y a au moins 3 raisons. La première, c'est par exemple, si on regarde la théorie de la cognition, telle que, par exemple, Kahneman et Tversky, mais ce n'est pas les seuls à avoir posé cette chose dans ces termes, et je le fais à grands traits, parce que sinon ça serait un peu long, mais la cognition humaine fonctionne sous 2 modalités. Eux, ils appelaient système 1, système 2, c'est-à-dire que le raisonnement, le fait qu'on va produire une action, et le résultat, en fait, de 2 systèmes qui sont en compétition à l'intérieur de notre cerveau. Il y a un système 1 qui est rapide, parallèle, associatif, intuitif et émotionnel. Il est multimodal, il intègre tout ce qu'on a pu voir, sentir, etc. Et il génère des émotions presque souvent subconscientes qui en fait vont remonter à la raison sous un autre moyen. Et puis il y a un truc, c'est système 2, qui lui est le système en fait logique. Il est lent, séquentiel, il est plus réfléchi, plus contrôlé. Et c'est là où on va faire justement de la logique et vérifier que le E est bien présent ou pas, et s'il n'est pas présent, alors on va faire ça, etc. La manière dont ces 2 systèmes-là sont articulés dans le cerveau humain est encore une grande question. Mais on sait que c'est assez subtil, puisque de temps en temps, c'est le système 1 qui prend le pas, de temps en temps, c'est le système 2, etc. Les IA génératives qu'on a vues, celles qui, par exemple, les LLM, elles sont purement associatives. Donc, elles sont un peu l'analogie du système 1. Elles ne font que des associations, et il n'y a pas de contrôle. Le fait de contrôler avec un programme qui vous dit true, false, alors, etc., ça, c'est un peu l'analogie du système 2. Mais ce qu'on a vu, en fait, c'est que ce n'est pas du tout articulé. Donc, il y a déjà sur la conception d'avoir 2 systèmes, l'un logique qui, en gros, est en charge d'une certaine forme de cohérence ou vérité, et l'autre associatif qui est en charge d'une certaine forme d'innovation, créativité. Cette articulation n'existe pas à l'heure actuelle dans les IA. Et si on arrivait à la faire comme les humains, ça veut dire qu'on aurait compris déjà comment ça marche chez les humains, et ce n'est pas encore le cas. L'autre chose, c'est que pour la question du sens, ces IA-là ne sont pas incarnées. Alors elles commencent à l'être, mais jusqu'à maintenant elles ne sont pas incarnées. Et donc il y a plein de théories de la cognition incarnée ou cognition située, notamment par exemple Varela, qui vous explique qu'on produit du sens parce qu'on est incarné, parce qu'on peut faire des gestes dans l'environnement, parce qu'on a des notions de distance, d'espace, etc. Ça serait un peu long à développer, mais le fait qu'on ait des agents incarnés qui agissent sur l'environnement et qui ont un retour de nos actions est hyper important sur la fabrication du sens. Et les IA, pour l'instant, n'ont pas ça. Et là, par contre, certains commencent à essayer de mettre des LLM dans des robots. Et là, je pense qu'on va avoir des choses très intéressantes qui vont émerger. Et puis, il y a d'autres raisons qui sont d'un tout autre ordre, qui sont par exemple avancées par Giuseppe Longo dans son livre Le cauchemar de Darwin, cauchemar de Prométhée, pardon, qui est justement ce fait que les espaces de phase des systèmes biologiques et par extension des systèmes sociaux, etc., sont des espaces de phase ouverts, c'est-à-dire que les régularités que l'on peut observer dans un système social sont en perpétuelle évolution, les choses ne sont jamais stables, et il y a de l'émergence de nouveautés, parce qu'on est dans des systèmes complexes, etc. Or, les systèmes informatiques sont des systèmes implémentés sur des machines, qui, elles, marchent de manière discrète, même si on peut artificiellement rajouter du hasard, et qui, en plus, quand on les couple sur des bases d'apprentissage, sont dépendantes de leur base d'apprentissage. Donc il y a plusieurs théorèmes mathématiques assez profonds qui démontrent qu'une machine ne sera jamais généraliste au sens où on peut l'attendre, c'est-à-dire de s'adapter à tous les environnements, y compris nouveaux. Elle sera toujours spécialisée. Giuseppe Longo mentionne souvent l'exemple. AlphaGo
a battu le champion du monde de Go sur une grille à, je crois, 19 cases ou 17 cases. Donc ça, c'était un peu la révolution, enfin un des grands étonnements dans les avancées de l'IA. Mais en fait, si vous changez le nombre de cases, si vous passez à une grille de 15 enfin, en gros, vous diminuez la grille, eh bien, l'IA ne sait plus faire, il faut tout réentraîner. Vous changez son environnement, vous changez son espace où elle évolue, il faut tout refaire. Alors que le joueur de Go, évidemment, non. Alors, donc ceci étant, maintenant, avec ça en tâche de fond, on va réfléchir à l'impact que peut avoir, et qu'a déjà, le déploiement de ce genre de technologie dans nos démocraties, puisque, comme on l'a vu au début, c'est un impact, le déploiement est foudroyant. Et donc, rappelons-nous de Tay. Donc Tay, c'était un des premiers chatbots proposés par Microsoft, qui a été mis en ligne sur Twitter, avec l'annonce un peu fracassante de dire voilà un premier agent qui va échanger avec son environnement, vous allez pouvoir discuter avec lui, etc. Il va prendre des interactions, etc. Tay a été fermé le soir même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'était mis à sortir des choses comme ça. Et pourquoi ? Parce que des groupes d'extrême droite avaient bien compris qu'il apprenait des interactions, et donc ils ont commencé à le nourrir de théories nazis, conspirationnistes, etc., de lui envoyer des images, et il a commencé à devenir nazi, au point de dire, par exemple, que Bush a fait 9/11 et Hitler aurait fait un meilleur job, etc., etc. Donc là, vous avez une intelligence artificielle qui a été exposée à un monde ouvert, sans aucun garde-fou, et ben, qui a dérivé. Donc il n'y a aucun moyen, en fait. OpenAI sont en perpétuel, constamment en train de faire des patchs pour dire si l'IA va par là, alors il ne faut pas, si l'IA va par là, alors il ne faut pas, alors que leur base d'apprentissage est fixe. Ils font évoluer leur base d'apprentissage, ils vont faire des patchs indéfiniment, en fait. Parce qu'on ne peut pas prévoir où est-ce que l'apprentissage va aller. Ça a des impacts aussi sur la présence en ligne, évidemment. Sylvain en a parlé. En ligne, de plus en plus, on a des présences artificielles, donc des agents artificiels qui vont faire des actions. Donc là, on peut avoir des agents artificiels qui bientôt voteront peut-être, mais ces actions-là sont importantes parce que elles vont manipuler non seulement peut-être la perception du vrai et du faux avec tous les deepfakes, etc. Je ne reviens pas là-dessus parce que je pense que tout le monde voit bien à quoi ça correspond. Mais aussi, elles sont en train de créer des populations alternatives qui vont avoir un impact en influençant les populations réelles juste en diffusant des opinions. Là, par exemple, c'est ce qu'on a observé en 2017, donc pour l'élection présidentielle de 2017. Vous aviez un groupe, alors là c'est pas des IA, c'est des vraies personnes, mais ce que je veux dire c'est qu'après ça va très facilement passer sur des IA, et je pense que c'est en train de passer actuellement pour ces élections via des IA. Donc là vous avez un groupe de personnes qui se sont coordonnées en ligne pour, dans l'entre-deux tours, c'est-à-dire ici, cette période-là, donc ça c'est leur activité, leur coordination sur le forum 4chan, qui est un forum d'extrême droite, ils se sont coordonnés pour amplifier les messages anti-Macron de l'entre-deux tours auprès des communautés Mélenchon et Fillon. Et donc l'objectif, c'était que les communautés Mélenchon et Fillon ne votent pas pour Macron, voire votent pour Le Pen. Et donc ils ont repris tous les hashtags qui étaient les hashtags avant des fillonistes et des mélenchonistes, et ils ont créé des messages comme s'ils étaient mélenchonistes et fillonistes, mais en disant moi je ne vais pas voter, finalement Le Pen on pourrait peut-être essayer, etc., etc. Et ça c'est la trace en fait ça, au cours du temps, donc là c'est de janvier à mai 2017, donc sur plusieurs mois. Ça c'est quand on détecte dans les métadonnées les fuseaux horaires des messages qui ont mentionné ce genre de hashtag, eh bien on voit que dans l'entre-deux tours ici, il y a une anomalie statistique qui est en fait l'arrivée d'agents étrangers, enfin donc là c'était a priori donc des gens d'extrême droite américaine, mais pas que, dans le débat, pas tellement en diffusant des opinions fausses, mais en diffusant des mèmes et en faisant croire qu'en fait ils sont français et que dans l'entre-deux tours ils vont faire autre chose que ce que la plupart des Français allaient faire, c'est-à-dire Front républicain, etc.
Ce genre d'opération est très facile à automatiser maintenant, avec des personnes et des faux comptes qui sont plus vrais que nature, qui produisent des contenus, y compris des contenus d'images. Et pour ça, il n'y a pas besoin de comprendre le sens. Il suffit d'avoir une base de données de messages qui sont en lien avec, par exemple, la critique d'un homme politique donné, et l'IA pourra très bien régénérer des messages à peu près équivalents, y compris avec des images. Parce que là, on est dans un truc stable, on lui donne une base d'apprentissage et elle peut reproduire, sauf qu'elle va inonder donc, le net. Donc, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer sur le net, notamment pour les législatives. Donc là, on est en train de parler on est en train de parler de l'intermédiation, c'est-à-dire de l'IA qui va se mettre entre les hommes pour faire passer des messages, voire se faire passer pour certains hommes, et donc moduler la circulation d'informations, et moduler aussi la manière dont les gens s'imitent les uns les autres, puisqu'à un moment donné, on va se mettre à imiter des IA sans savoir que c'est des IA. Autre chose, ça c'est un peu anecdotique, mais c'est important aussi, c'est tout ce qui est les IA qui sont capables, donc ces techniques qui sont capables en temps réel de prendre la forme de quelqu'un. Donc ça, par exemple, c'est un truc assez rigolo. C'est un juge qui avait oublié de désactiver le filtre sur sa tablette qui avait été pris par sa fille et qui est apparu pardon, c'est pas un juge, c'est un avocat, et qui est apparu dans un procès sous la forme d'un chat. Et il a dû dire au juge « Je ne suis pas un chat », ce qui a fait rire tout le monde. mais ce genre de choses, en fait, une IA générative, maintenant, pourra prendre ce genre d'apparence, voire... moi j'ai fait le livre Toxic Data où je disais plus tard les ingérences se feront par des proches qui vous contacteront pour discuter de vous politique de manière anodine et vous convaincront de quelque chose alors que c'est complètement quelqu'un d'autre. C'est en train d'arriver déjà. Là, vous avez une personne, donc qui est un académique américain qui travaille sur la désinformation, qui a annoncé sur Twitter, et c'est pas le seul, AOC aussi a fait la même chose, etc. Si quelqu'un vous contacte en visio avec ce numéro de téléphone, ce n'est pas moi. C'est une intelligence artificielle ou quelqu'un qui, par intelligence artificielle, change sa forme et se fait passer pour moi. Donc ça, à l'heure actuelle, ce sont des gens qui, par des filtres, prennent l'allure d'autres personnes. Demain, ça peut être des intelligences artificielles complètement autonomes qui se font passer pour les personnes que vous connaissez sur les réseaux sociaux, apprennent ce que ces personnes ont dit ces derniers mois, prennent leur apparence et vont vous contacter et essayer de vous persuader de quelque chose. Il faut savoir que ça arrive à tout le monde. François Hollande et Christine Lagarde ont été convaincus de parler respectivement à Poroshenko et Zelensky pendant 1 heure, une conversation qui a été filmée, qui est disponible maintenant sur YouTube, alors qu'ils parlaient à quelqu'un dont l'apparence a été changée par IA. Et c'est 2 comiques russes qui ont fait ça. Et je pense qu'en Russie, pour être comique, il ne faut pas avoir trop de sens de l'humour. Donc on voit très bien derrière la réutilisation de ce genre de technique pour influencer à distance les populations, donc par l'astroturfing, voire pour extraire de l'information de certaines personnalités, comme par exemple ici des personnalités de premier plan. Autre endroit où l'IA générative va arriver, on a beaucoup étudié, donc là avec le projet Politoscope, sur plusieurs années, on a observé la twittosphère politique, donc on recueillait tous les messages politiques échangés entre plusieurs millions de personnes, et ça nous permettait de recréer ce genre d'image qui en fait est le paysage politique. Donc sur une image comme ça, en fait chaque filament c'est l'information qui circule d'un compte à un autre. Là, vous avez des comptes, je n'ai pas affiché les points, mais là, vous avez des dizaines de milliers de points. Et puis, j'affiche les noms ici des personnalités les plus saillantes politiquement à l'endroit où elles se trouvent. Donc, pour créer une image comme ça, on analyse les échanges, donc on fait de la théorie des graphes, chaque compte est un nœud du graphe, on calcule les communautés, c'est-à-dire les couleurs ici sur ce graphe-là, qui en fait, on peut montrer que ça va correspondre aux communautés politiques. Donc on peut catégoriser les personnes en fonction de leur communauté politique. Et ensuite, on peut afficher ce genre de graphe avec des techniques, donc notamment là, c'est le logiciel Gephi qui est utilisé, qui permettent de préserver les proximités en termes de densité de liens, et ça vous fait ce genre d'image. Sur ce genre d'image, qu'est-ce que l'on voit ?
et ça c'est détaillé notamment dans ce bouquin-là, on voit que donc, entre 2016 et 2022, le paysage politique s'est déformé. Il est allé d'un paysage qui était assez, on va dire, linéaire, un peu comme on pouvait se représenter à l'Assemblée nationale. Donc on allait de la gauche à la droite, en passant par le centre et les partis modérés. Donc les gens sont connectés de proche en proche, localement ils font communauté, etc. Donc on est passé d'un paysage comme ça à un paysage complètement différent, où il y a déjà une apparition de nouvelles communautés. Donc là on est en 2016, avant que Macron fasse son parti. Et là il a fait son parti, donc il apparaît ici. Mais aussi, en l'espace de 5 ans, on a eu un délitement des 2 grands partis principaux. Donc ici le PS complètement atomisé et LR qui est en train de se dégrader et qui vient d'exploser. Et une émergence ici d'un gros bloc extrême droite, avec donc un nouveau parti ici Reconquête, et puis ici un nouveau mouvance politique autour de Florian Philippot et de conspirationnistes pro-russes, etc., qui ont en fait fait leur beurre pendant la pandémie sur le thème « Je vais vous défendre des vaccins ». Ce que l'on voit, on pourrait commenter énormément cette image, mais ce que je veux vous montrer sur cette image-là, c'est qu'en fait, là, vous voyez la modification de la structure d'un espace politique sur quelques années, avec un changement, à la fois changement de groupes sociaux, puisqu'il y a des nouveaux groupes qui apparaissent, etc., une réorganisation des contiguïtés entre groupes sociaux, qui est en fait une réorganisation des contiguïtés idéologiques des groupes sociaux. Donc là, par exemple, maintenant, vous avez une passerelle directement entre LFI et RN à travers ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'ils partagent des mêmes idéologies, mais il y a des éléments qui vont pouvoir passer d'un endroit à l'autre. Alors, comment s'est effectuée cette réorganisation? Ça serait trop long ici pour le discuter complètement, mais il faut savoir que les algorithmes de recommandation ont joué un rôle majeur dans cette réorganisation-là. Et notamment, je vais vous mentionner juste un seul exemple. C'est que la plupart des personnes qui sont sur un réseau comme ça, en fait, donc vous voyez, les couleurs, c'est les communautés politiques et c'est l'endroit où il y a des zones denses. Donc, quelqu'un qui est à l'intérieur d'une couleur va avoir un fil d'actualité et sur son fil d'actualité, il va voir ce que disent les personnes à qui ils se sont abonnés. Et puis Twitter va, par extension, montrer ce que voient les gens avec qui vous êtes connectés. Donc quelqu'un qui est là va voir quelqu'un qui est connecté à quelqu'un ici, donc il va voir les messages de ça et éventuellement va voir des messages un peu plus loin. Alors, le premier effet, c'est que quand vous avez une modification comme ça de structure, eh bien, des gens de LFI ici qui sont ici, ils se mettent à connecter un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à avoir des messages d'ici, sans l'avoir demandé. L'autre chose, c'est quels sont les messages qui vont arriver effectivement dans le fil d'actualité. Donc, le fil d'actualité des plateformes, les gens en général ont plusieurs centaines de voisins, enfin d'amis ou de connexions. On ne peut évidemment pas lire tout ce que disent les voisins, et donc l'algorithme de recommandation qui va trier les messages qui vont arriver finalement dans votre fil d'actualité sont essentiels. Et on montre qu'en gros, il y a quelques pourcents seulement de tout ce qui est produit dans l'environnement social de quelqu'un qui arrive sur le fil d'actualité d'un compte. Quelques pourcents, ça veut dire qu'il faut comprendre comment sont éliminés les 80-90% du reste. Alors on a fait un audit avec l'équipe de l'ISC, notamment Paul Bouchot et Mazir Panahi. Donc, on a montré que, par exemple, Twitter enrichit le fil d'actualité des utilisateurs de 50% en contenu toxique. Par contenu toxique, je veux dire des contenus avec des formes d'insultes, du harcèlement, des obscénités, etc. Quand je dis enrichi, ça veut dire que par rapport à ce à quoi vous vous abonnez, et ce que donc produisent les gens auxquels vous vous abonnez, donc vous choisissez la référence, ce qui arrive chez vous est enrichi à 50% de contenus toxiques, sont sursélectionnés dans cet ensemble les contenus toxiques. Alors ça s'explique très bien. Ça s'explique par le fait que la manière dont les plateformes choisissent leur contenu pour les amener chez les utilisateurs, a priori, je dis a priori parce que tout ça c'est opaque et les choses ne sont pas ouvertes, mais c'est qu'elles vont maximiser l'engagement. Mark Zuckerberg a dit en 2018, à partir de maintenant, on va vous donner des contenus qui s'appellent meaningful, donc qui font du sens pour vous. Ça veut dire quoi faire du sens pour vous? Déjà, on a du mal à le définir rien que pour nous. Donc, mais en fait, meaningful derrière, ça voulait dire qui fait de l'engagement, c'est-à-dire les contenus où il y a le plus de partages, de likes, de commentaires. Or, on peut montrer que automatiquement, si vous prenez cette métrique comme la métrique phare pour classer
les messages qui vont arriver dans les timelines, vous avez ce qu'on appelle un biais de négativité algorithmique, c'est-à-dire un surenrichissement de ce que vous voyez en contenu toxique. Et ça, c'est assez grave parce que ça veut dire que c'est systémique, c'est-à-dire que c'est toute la population. Alors c'est une moyenne, 50%, il y en a c'est plus de 200%. Empiriquement, on l'a mesuré. Mais c'est grave parce que c'est systémique, c'est-à-dire que la perception d'un Français moyen qui serait massivement sur le réseau, c'est que la France va en gros 50% plus mal que, pour le dire vite fait, que ce qu'elle est. Et donc on est 50% moins bien soi-même, 50% plus contestataire, etc. Bon, c'est des raccourcis, mais en gros, il faut imaginer ça. L'autre chose, c'est que ce genre de recommandations va aussi changer la manière dont circule l'information, évidemment, puisque les contenus les plus négatifs vont être mieux diffusés. Donc ça veut dire que si vous êtes négatif, si vous vous exprimez de manière harcelante ou de manière polémique, ben, vous serez plus diffusé, donc vous serez plus exposé aux autres et donc potentiellement à être liké, voire mis en ami. Et donc on montre que ce genre d'optimisation met au cœur du réseau les individus les plus toxiques. C'est-à-dire que la reconfiguration que je vous ai montrée tout à l'heure, qui a plein de raisons différentes, il n'y a pas que la raison des réseaux, mais en partie va mettre au centre du réseau les personnes les plus toxiques. Et par ricochet, ça va impacter aussi la manière de s'exprimer des journalistes, parce que les journalistes se rendent bien compte que s'ils ne sont pas clash, eh ben, ils ne sont pas diffusés. Et donc il y a eu des témoignages et des plaintes, des complaintes de journalistes auprès de Facebook, donc ça c'est les fuites de Franz Haugen, qui ont expliqué que depuis qu'ils ont changé leur algorithme, ils ont dû changer leur ligne éditoriale pour être plus polémiques. Ça va changer la manière des politiques de s'exprimer, pour les mêmes raisons. Et même, par exemple, les débats politiques sont filmés. Donc, si vous savez que les 10 secondes qui vont circuler sur Internet, bah, il faut qu'elles soient un peu accrocheuses. Donc, voilà. Donc, ça, en cascade, ça va tout changer. Donc là, on a un algorithme qu'on peut classer d'IA de manière générale, parce que c'est quelque chose qui apprend. Il apprend des utilisateurs, il apprend qu'est-ce que les utilisateurs aiment. Et en fait, comme on a un biais de négativité algorithmique, biais de négativité cognitive au sens personnel, ça c'est tout le monde a ça, toute chose égale par ailleurs, on est attiré par ce qui peut présenter une certaine dose de danger. Les algorithmes qui optimisent apprennent ce biais, l'amplifient et produisent ce genre de situation. Donc il y a plein d'autres analyses comme ça qu'on peut faire, ça, vous trouverez ça à la fois dans les articles et dans le livre, mais là vous avez le déploiement d'une technologie sans vraiment réflexion qui va changer massivement la manière dont l'information circule, dont les groupes sociaux se forment, dont les journalistes vont communiquer, dont les politiques vont communiquer. Et ça, du jour au lendemain, vous avez juste à changer un facteur sur une plateforme. Voilà. Dans ce contexte-là, les IA arrivent. Maintenant, les IA sont une autre intermédiation. C'est-à-dire que plutôt que d'aller voir ce que m'ont dit mes voisins, etc., je vais dire à l'IA, qu'a dit mon environnement social aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qui s'est dit dans les news aujourd'hui ? Là, vous avez une étude qui est sortie pas plus tard qu'avant-hier. Avant-hier, c'est NewsGuard qui a montré qu'en testant les 10 principaux moteurs d'IA générative sur des questions assez classiques d'actualité, vous voyez qu'elles ressortent de la propagande russe, qui est fausse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a appris sur ce genre de corpus. Et si vous voulez faire une IA qui est performante au sens où elle va avoir l'impression de dire beaucoup de choses, il faut lui faire apprendre sur d'énormes quantités de corpus. Vous n'avez pas la possibilité de vérifier qu'il n'y a pas de la désinformation russe là-dedans. Donc ça veut dire que les personnes qui vont encore plus faire confiance à ce qu'ils reçoivent, parce que ça va être mis sous forme conversationnelle, etc., vous n'avez aucune garantie qu'elles ne vont pas être tout simplement manipulées soit indirectement par des gens qui vont mettre des faux contenus en ligne qui vont être appris et donc ressortis, soit carrément directement par les plateformes elles-mêmes qui auront peut-être intérêt à le faire. Je vous rappelle que Musk est en train de développer Grok et que son agenda, c'est de faire remonter l'extrême droite. Il le dit officiellement. Donc, il y a une vraie question sur ces intermédiations, ces nouvelles intermédiations. On a déjà vu que les intermédiations de type algorithmique, IA classique, nous menaient dans le mur. Les IA conversationnelles, qui sont plus opaques, plus personnalisables, moins auditables, risquent d'avoir un impact aussi très important. La personnalisation, il ne faut vraiment pas la sous-estimer. C'est-à-dire qu'une IA va être capable de lire tout ce que vous avez écrit. En plus, là, les IA sont inclus dans les suites, les ordinateurs, les suites, etc. Une IA aura accès à tous vos mails, ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux, etc., etc.
et pourra, si on vous dit « essaye de convaincre David Chavalarias qu'il faut voter pour X », il va trouver tous les moyens dans les données qu'il a pour essayer de trouver les bons arguments en fonction des arguments qu'il a trouvés par ailleurs sur Internet. Et donc ça, c'est tout à fait possible. Et donc, par ailleurs, ces IA pourront éventuellement aussi faire des tests psychologiques, puisqu'elles ne sont pas juste réactives, ce n'est pas juste donne-moi l'information et je vous la donne. Quand vous interagissez avec ces IA conversationnelles, souvent elles terminent par une question. Et toi, quels sont tes projets? Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Impossible de garantir et de s'assurer que derrière, il n'y a pas des tests de profil psychologique, par exemple commandés par un assureur. Vous pouvez aussi avoir des IA qui, parce qu'elles ont votre historique d'interaction, peuvent calculer l'évolution de la fréquence des mots que vous utilisez et savoir si vous commencez à avoir une maladie neurodégénérative et le vendre à votre assureur. Bon, et après, il y a plein d'autres professions qui vont être intéressées par ces... Donc, tout ça, là, on rentre dans une dimension où on a hyper-personnalisation, quelque chose d'ubiquitaire, et de l'autre côté, quelque chose d'encore plus opaque que les algorithmes qu'on avait. C'est-à-dire que les algorithmes d'avant de recommandation, on pouvait essayer de les auditer, même si tout a été fermé récemment. Ça va être très, très dur à auditer. Donc, autre point de vigilance, et après j'aurai terminé, je crois que c'est bientôt la fin. Donc, autre point de vigilance indirect donc, du déploiement de l'IA. Donc, la dégradation des publications scientifiques. Là, il y a par exemple Guillaume Cabanac et ses collègues qui font un travail très intéressant, qui montrent que, évidemment, quand vous avez quelque chose de pas cher pour générer du contenu et que de l'autre côté, vous avez un système qui vous pousse à produire du contenu sous peine d'être exclu du système, donc comme c'est le cas en académique, vous allez avoir une inondation d'articles faux, générés par IA. Et donc là, en gros, le système académique qui est basé sur l'évaluation, la lexicométrie, la bibliométrie, etc., risque de tomber de lui-même de ce fait-là. Autre chose, vous avez parlé d'intelligence collective hier, les dispositifs d'intelligence collective qui ont été mis en place par le web, qui sont très efficaces, Wikipédia, mais des choses aussi comme par exemple Stack Overflow, qui sont des forums où les gens échangent sur les bonnes pratiques, et donc vous avez des novices qui se font aider par des experts. Ce genre de forum est impacté de plein fouet par les IA. D'abord parce qu'elles ont été pillées par les IA. Donc maintenant, si je veux savoir quelque chose de maintenant, ça va presque plus vite de demander à une IA qui va me donner la réponse tout de suite plutôt que d'aller sur Stack Overflow. Sauf que, du coup, là, c'est la fréquentation de Stack Overflow depuis assez longtemps, mais vous voyez que ça s'était stabilisé, il y avait une baisse de fréquentation, mais ça s'était stabilisé. Et là, quand ChatGPT arrive, paf, ça s'écroule complètement. Et en fait, vous avez des personnes qui déjà ne vont plus sur Stack Overflow pour demander des questions, poser des questions, donc il n'y a plus d'experts qui répondent. Donc ça veut dire que la base de données d'apprentissage de demain n'existera pas, puisqu'il n'y aura plus ces échanges humains. Mais en plus, les experts commencent à dire moi, je ne vais pas commencer à donner mon expertise aux IA, j'efface mes comptes. Donc vous avez des experts qui commencent à effacer toute leur production. Ce qui veut dire que là, vous avez un exemple où, par une technologie, on a pu capitaliser sur quelque chose qui avait été amassé mais non valorisé, un peu comme du pétrole. Hein. On la valorise d'un coup, sauf qu'à partir du moment où on la valorise, la ressource s'épuise et on n'a plus la capacité de la renouveler. Autre chose auquel on peut s'attendre, enfin en tout cas auquel il faut être vigilant, c'est le continuum des compétences dans différents domaines. J'ai parlé à des personnes qui sont enseignants en informatique. Donc eux, ils m'expliquent, en première année, les étudiants utilisent ChatGPT pour faire leur code. Bon, ça marche bien, ils ont des bonnes notes, parce que c'est des trucs simples. En deuxième année, ChatGPT ne sait plus, et les étudiants non plus, parce qu'en fait, ils n'ont pas les bases de la première année. Donc, et dans plein de domaines, pour utiliser un truc comme ChatGPT ou LLM, il faut être expert, il faut savoir, il faut déjà quoi lui poser comme question, et quand il vous répond, est-ce que c'est faux ou vrai? Parce que la question de la vérité n'est pas une question pour ces choses-là. Et donc, on risque d'avoir un fossé, comme un fossé générationnel, qui va se creuser entre des jeunes générations qui essayent de monter en compétences, mais qui n'y arrivent plus, et des experts qui étaient là, qui ont renseigné les IA d'hier, mais qui vont s'en aller par le renouvellement classique, normalement, de remplacement de génération.
Et donc ça risque d'être un problème. Et enfin, pour terminer, si j'ai encore une minute, très vite, très rapidement. Donc ça, c'est juste pour un peu ouvrir beaucoup plus largement. Donc, si on regarde au niveau de l'humanité, hein, pour utiliser les grands mots, développement des civilisations, etc., on a une complexification du vivant qui a suivi la complexification des systèmes multicellulaires, des sociétés, etc. Et là, en tant que société humaine, on est arrivé à un stade où on a une interdépendance extrême entre toutes les sociétés. Hein, on ne peut pas imaginer que Poutine, si demain il décide de lancer toutes ses ogives nucléaires, bah, c'est fini. Pourtant, ça sera juste sa décision, mais c'est fini. Si demain la Chine décide d'exploiter et d'avoir le même niveau de vie qu'un Américain, bah, c'est fini aussi, hein, parce que vous ne pouvez pas avoir le même niveau de vie qu'un Américain pour 1,2 milliard de personnes à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que chaque expérience de culture locale impacte l'expérience globale. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle l'évolution culturelle, donc le fait que des civilisations fleurissent, trouvent des technologies, puis si elles se trompent, bah, elles meurent, et puis il y en a d'autres qui vont faire mieux à côté, ça c'est fini. Maintenant, une civilisation qui va dans le mur, elle a potentiellement la capacité d'entraîner toute l'humanité. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment on coordonne cette humanité en faisant donc plus ce qu'on appelle plus de l'apprentissage, mais de l'anticipation, de l'éduction. Et là, il y a au moins 3 scénarios, évidemment, ce n'est pas exhaustif. Et on peut se poser la question donc, de l'IA dans ce super-organisme. Donc, le premier scénario, c'est ce que fait la Chine. Donc la Chine, système hyper centralisé, qui utilise l'IA comme outil de contrôle. Et donc là, en fait, toute la responsabilité repose au final sur ceux qui contrôlent l'IA. S'ils se trompent, bah, le système s'écroule. Alors, il y a eu des erreurs pendant la Covid, ça ne s'est pas écroulé, mais il peut y avoir des erreurs encore plus grandes. Et ça, par exemple, ça c'est des Chinois qui portent des pancartes et qui font... bon, bref. L'autre scénario, c'est on délègue, et ça certains sont les avocats de ça, on va déléguer aux IA, on dit c'est trop compliqué, les IA savent mieux faire que nous. Ce que je vous ai montré là pendant toute la première partie, c'est que ça ne marchera jamais. La seule manière que ça marche, c'est qu'on s'enferme en termes de civilisation dans quelque chose que les IA connaissent et que donc en fait on soit bloqué d'une certaine manière dans ce genre de choses. Et que ça soit plutôt l'IA, les humains qui s'adaptent aux capacités limitées de l'IA que le contraire. Et puis, il y a un autre scénario qui serait utilisation un peu raisonnée de l'IA, c'est-à-dire de manière assez distribuée, mais en gardant l'humain dans la boucle. Et là, il y a vraiment des opportunités. C'est-à-dire que, comme je disais au départ, l'IA peut faire beaucoup de choses à condition qu'on ne lui fasse pas porter trop de responsabilités, qu'on ne projette pas trop de compétences dessus. Et là, on a dans toutes les capacités du web, la stigmergie, la capacité, etc., qui peut marcher. Lequel de ces 3 scénarios va gagner, je ne sais pas. Enfin, il y en aura peut-être même un 4e d'ailleurs, probablement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que côté la Chine, on est plutôt dans le 1. Côté Silicon Valley, on est plutôt dans le 2. Donc, il nous reste à l'Europe d'essayer de tenter le 3 ou autre chose. Et voilà. Donc, pour le 3e scénario, juste pour insister, c'est que les IA, à mon sens, sont l'équivalent d'un imaginaire collectif. Hein. Ça agrège tout ce qu'a fait un collectif, la ressort en termes d'image, etc., etc. C'est extrêmement précieux. Il faut arriver à exploiter ce genre de choses. Et pour cela, en fait, il faut arriver aussi à avoir une base d'utilisateurs qui soit éduqués et capables d'être proactifs dans l'utilisation. Donc, si on veut garder l'utilisateur dans la boucle, il faut qu'il soit capable d'y être. Donc, temporisons les marchands de pelle. Hein. L'IA qui essaye de déployer à marche forcée, il faut quand même réfléchir un petit peu avant. Évitons aussi le narcissisme collectif, parce que toutes ces choses-là, on se dit « Ah, mais c'est génial, les images, elles sont belles, les textes, ils sont beaux », mais il ne faut pas oublier que c'est parce que nous, les générations précédentes, l'ont produite, et c'est qu'une recombinaison très subtile de ce qui a été fait, qui peut produire de temps en temps de la nouveauté un peu à la marge, mais qui ne va pas permettre de soutenir l'évolution et la nouveauté sur le long terme. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été un peu long. Voilà, il y a ce livre dans lequel il y a certaines choses, des choses en ligne, et je vous remercie. Un grand merci. Donc, si le public a certaines questions, j'en vois
Merci beaucoup pour cet exposé. C'est un domaine que je connais très, très mal. Je vais juste vous poser une question ou deux. Je regrette beaucoup que l'on utilise ce terme intelligence artificielle parce que on a repris un terme anglais, ça ne colle pas du tout. Il ne s'agit pas d'intelligence, il s'agit de rationalité, ce qui n'est évidemment pas du tout pareil. Rationalité statistique, l'intelligence est incarnée. Vous avez parlé d'incarnation. Il n'y a que l'intelligence qui peut créer, qui peut comprendre. L'IA, soi-disant IA, ne peut pas. L'IA déduit d'un grand nombre, mais ne comprend pas. Et je pense que c'est ce que vous avez montré. Vous allez me dire si je me trompe, en parlant du E. Tout à fait. Elle n'a pas de bon sens, elle n'a pas de morale, bien sûr. Elle ne comprend pas. Et par ailleurs, elle ne peut pas créer. C'est-à-dire que vous l'avez évoqué à la fin. Elle vit sur un passé de création, un immense passé de création, par des intelligences incarnées. Donc, elle déduit d'un très très grand nombre, statistiquement, de créations. D'où se posent deux questions. Mais vous allez me dire si je me trompe, parce que je ne connais pas du tout le sujet aussi bien que vous. Si un grand nombre de gens, et notamment un grand nombre de jeunes, utilisent l'IE parce que c'est tellement plus simple pour rédiger n'importe quoi, il peut se créer une société à deux vitesses qui sera composée d'un immense nombre de perroquets. Vous l'avez un peu évoqué d'ailleurs, et puis d'une toute petite élite de créateurs qui continueront à créer des choses qui seront utilisées par l'IA par la suite, mais ça sera une société beaucoup plus inégalitaire à mon avis que celle qui oblige tout le monde par soi-même à commencer à créer, même de façon maladroite. Donc c'est ma première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que j'exagère? Est-ce que j'ai mal compris? Et la deuxième chose, vous avez parlé d'incarnation. Qu'est-ce que ça serait une IA incarnée? Vous dites on commence à l'incarner. Comment est-ce qu'on fait? Alors, merci pour cette question. Pour la première remarque, oui, je pense que c'est une des possibilités. C'est-à-dire qu'il y a déjà... Les IA, telles qu'elles sont déployées, sont des outils de concentration du pouvoir. Parce que qui peut déployer une IA avec les moyens, même s'il y a des modèles open source, c'est quand même des grandes entreprises qui peuvent servir comme ça des millions de personnes et qui vont donc concentrer encore plus de données, de pouvoir, etc. Avec donc cet effet secondaire, très probable, d'un appauvrissement de compétences parce que à chaque fois qu'on arrête d'utiliser une capacité cognitive, on la perd. Ça, c'est le vivant. Enfin, quelque chose qui n'est pas utilisé est détruit. Et les jeunes, essayant d'utiliser l'IA pour raisonner, vont perdre le raisonnement. De même que les chauffeurs de taxi ont perdu la capacité de se repérer dans une ville. Voilà. Donc on aura des perroquets, effectivement. Donc c'est bien embêtant. C'est un risque. C'est pour ça que j'ai insisté à la fin sur l'éducation. C'est-à-dire que, moi, je pense... C'est peut-être extrême, mais je pense presque qu'il faudrait presque avoir un passeport IA, c'est-à-dire qu'on utilise l'IA pour faire certaines choses qu'à partir du moment où on est capable de démontrer qu'on est capable de les maîtriser. Bon, mais bon, c'est un peu extrême. Pour la deuxième question, juste rappelez-moi un mot. Incarnation. Oui. Donc l'incarnation, alors, il y a toute une littérature sur la littérature sur la robotique. Il y a toute une littérature sur la biomimétique, la robotique incarnée, et le fait que des robots qui sont confrontés en fait, dans leurs données à des paramètres physiques qui viennent d'interactions réelles se comportent complètement différemment. Parce qu'en fait, il y a émergence. De même, c'est la même chose un petit peu comme on interagit avec le ChatGPT à la lettre E. C'est-à-dire que ChatGPT ne peut pas anticiper qu'on va lui proposer des trucs un peu bizarres et du coup, il commence à partir un peu dans le décor, etc. Donc là, il y a des recherches intéressantes qui ont été faites et qui vont être faites sur comment un LLM va pouvoir apprendre de choses nouvelles, mais pas comme on l'a vu par exemple pour TED, d'humains qui vont interagir avec lui, mais de situations dans le monde physique, où il aura quelques actions, quelques possibilités d'action, c'est-à-dire bouger, avancer plus loin, etc. Et là, il peut d'une certaine manière créer un sens au sens quelque chose qui fait référence à son propre corps de machine par apprentissage. Mais ça ne sera pas un sens au sens où nous on peut parler, probablement pas. Enfin, mais en tout cas, là, moi je vois qu'il y a une direction émergente qui va être très intéressante à suivre. Maintenant, je ne sais pas où elle va aller, effectivement. Mais... Oui, parce que
l'intelligence qui peut justement comprendre et créer, c'est un corps qui a peur, qui imagine, qui se souvient, etc. Enfin, à la limite, il faudrait fabriquer un homme pour pouvoir... vous voyez. L'avenir nous le dira, mais Oui. si vous mettez un robot, le fait que s'il n'a plus d'énergie, il est mort et que c'est une variable à absolument maintenir, peut-être que ça va créer des... On ne sait pas, je sais pas. Oui. Mais enfin, en tout cas, je crois que l'interaction avec des variables physiques, en fait, va introduire de l'imprévu qu'on n'a pas dans les systèmes complètement virtualisés, qui va être intéressant dont il va être intéressant d'observer la prise en compte dans ces systèmes-là, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci de votre exposé, c'était lumineux. Et je suis Merci. admirative de tout ce que vous avez trouvé. J'ai une question. Vous avez parlé de la Chine en disant, on avait l'impression, d'après ce que vous disiez, que tout était concentré. D'après ce que j'ai observé, ce que je sais par mes rapports avec les Chinois, ce n'est pas le cas. Il y a d'énormes banques de données, mais ces banques de données ne sont pas unifiées sous un commandement unique. Et c'est justement un des grands problèmes pour leurs problèmes économiques, par exemple, parce que c'est les données qui viennent des provinces sur leurs finances, sur leurs infrastructures, ne sont pas mises ensemble. Donc, je voudrais savoir sur quoi vous vous fondez pour dire que tout est unifié. Alors, d'autre part, attendez, je continue, après vous répondrez. Est-ce que, à mon avis, ils sont moins avancés, est-ce que les Russes sont plus avancés qui tiennent tout? Et d'autre part, nous, comme utilisateurs, comme Chantal Delsol, de son ordinateur où on utilise Google ou Wikipédia, etc., est-ce que, par des moyens extérieurs, les Chinois ou les Russes peuvent extraire nos données et savoir, au fond, quelles sont nos tropes fondamentales et les réutiliser pour faire cette intoxication intellectuelle dont vous avez parlé. Je m'arrête là pour le moment. Merci pour la question. Alors pour la Chine, évidemment c'était un raccourci, mais en tout cas, en Chine, il y a une concentration du pouvoir aux mains de quelques-uns, notamment Xi Jinping, mais c'est plus complexe, je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais en tout cas, il y a quand même une extrême concentration du pouvoir indépendamment de l'IA. Et ils ont commencé à utiliser l'IA pour faire du contrôle de population. Donc il y a une concentration, par exemple, des services bancaires, des services de mail, etc., de téléphonie, enfin voilà. Donc il commence à y avoir des concentrations de services qui donnent des données clés sur qui est où et qui dit quoi. Ensuite, il y a utilisé le déploiement de l'IA pour des systèmes automatiques, par exemple, reconnaissance faciale, quelqu'un traverse le passage piéton au mauvais endroit, immédiatement, dans certaines villes, s'affiche sa tête en grand sur un écran et qui dit « cette personne-là est un mauvais citoyen », etc. Il y a l'émergence du score social, qui vous donne un score, et en fonction de ce score, vous allez avoir accès aux crèches, aux transports, etc. Tout ça est en train d'être unifié dans un truc qui, parce que les IA d'aujourd'hui sont capables, avec des instructions assez haut niveau, de générer des traitements plutôt bas niveau, vont être complètement renforcés. Donc c'est à ça que je faisais référence, même si évidemment, au sein du Parti communiste chinois, c'est... En réalité, ça n'est pas unifié complètement au niveau. Ah oui, certainement, mais... C'est au niveau, si la province est Oui. c'est au niveau de la province, mais ensuite mettre ensemble ce que possède la province de Shanghai, la province du Yunnan, etc., c'est une autre paire de manches. Bien sûr. Et c'est un des grands problèmes actuellement, parce que il faut des machines extraordinairement puissantes. Alors, ils en créent, ils en font, mais il faut aussi une administration qui gère tout ça. Et la distribution du personnel compétent, l'obéissance, c'est pas donné encore. Bien sûr, non, mais c'est pas donné. Mais le constat, c'est que ce genre de techno vont aider. Mais même si c'est à gérer au niveau des provinces, si vous pouvez gérer 50 millions de personnes d'un coup, c'est quand même plus facile d'une certaine manière. Après, c'est possible que la Chine
par sa rigidification, perd aussi en compétences, mais c'est un débat assez long, on pourra en discuter après. Pour répondre à vos questions sur les Russes et après les technologies pour attraper les... Donc, en fait, le Kremlin et d'autres gouvernements, mais le Kremlin et notamment l'ancien FSB, l'ancien KGB, maintenant le FSB, ont été une des premières organisations à comprendre l'intérêt d'une guerre psychologique via des terrains hybrides et notamment numériques. Donc eux, ils ont, depuis 2013, en fait, au moins des services entiers pour faire ça. Les Américains aussi, certainement. Mais en tout cas, eux, ils l'ont bien compris. Et ils les utilisent avec aucune moralité. Enfin, donc en fait, en cela, ils ont un avantage. Mais ils ont aussi un autre avantage, c'est que, et la Chine a le même, c'est que les systèmes totalitaires empêchent le déploiement de ce genre d'outils sur leur territoire, alors qu'elles utilisent allègrement ces outils sur le territoire occidental. Donc la Russie achète des publicités sur Facebook. Encore aujourd'hui, nous on a mesuré que pendant l'élection législative, il y avait des milliers de publicités russes payées par Facebook politiques. Et encore maintenant. Voilà. Donc ils utilisent ça. Et après, il y a d'autres infrastructures plus larges, comme par exemple TikTok, qui a priori est un réseau social destiné à non seulement capter les informations de tout à chacun dès le plus jeune âge pour savoir où sont les fractures de la population française, mais aussi pouvoir organiser la circulation d'informations dans une certaine mesure, dans certaines situations, en modulant la diffusion de certains messages. Donc ça, ces États-là l'ont tout à fait compris. Et là, la faiblesse des démocraties, d'une certaine manière, c'est l'asymétrie. On n'applique pas la réciprocité, par exemple, sur le déploiement des plateformes. Oui, mais est-ce que Google le fait pour soi-même? Parce que c'est ça le problème en ce moment, c'est Google et Apple, etc. Est-ce qu'ils le font pour eux-mêmes? Ça, on peut pas savoir. Mes premiers articles dans le domaine, c'était vers 2010, quand il y a eu après il y a eu les révélations Snowden, pour dire, mais en fait, Google, ils ont cette masse d'informations, ils vont l'utiliser. Alors, est-ce qu'ils vont l'utiliser de manière malveillante? Pas forcément. Voilà, côté de la Russie, on sait que c'est malveillant. Côté Google, pas forcément. Après, ça peut être de l'intelligence économique. Il y a le Digital Cloud Act voté par Trump, donc qui autorise l'administration américaine à saisir les données sur les serveurs de n'importe quelle société américaine pour leur usage. Donc quand on voit par exemple que je sais pas, des masques se font voler sur le tarmac d'un aéroport parce que c'est l'avantage de la nation américaine, pourquoi ils hésiteraient à piocher dans cette manne-là? Donc là, il y a un problème de souveraineté numérique aussi derrière. Mais bon, c'est encore un des grands débats là. Oui. Bon, j'aurais trop de questions, mais je voulais juste vous demander si vous pouviez revenir sur la distinction entre ouvert et fermé, et à quel point elle est... Oui, tout à fait. Les systèmes informatiques. Système fermé, c'est quand vous avez des régularités qui sont en gros qui peuvent être dans un répertoire très grand, mais qui sont à peu près toujours les mêmes. Donc, par exemple, les maladies de peau, à part émergence de nouvelles maladies, le système biologique est ouvert, donc il y a des nouvelles maladies qui arrivent, et donc il y aura peut-être des nouvelles pathologies. Mais sur un temps court, le système est fermé, vous avez à peu près tous les mêmes trucs. Système ouvert, vous avez constamment de la nouveauté radicale. La biologie crée de la nouveauté radicale. Les systèmes socio-humains créent de la nouveauté radicale. Avant et après Internet, ça n'a rien à voir. C'est pas degré, c'est vraiment la question de l'émergence de quelque chose de radicalement nouveau qui ne peut même pas être imaginé avant qu'il apparaisse. C'est encore un grand débat, mais en tout cas, les IA apprennent très bien les régularités, souvent à des coûts énergétiques énormes. Il faut savoir que quand même, les IA consomment beaucoup, alors que nous, au repos, c'est 90 watts, c'est quand même pas la même chose. Mais donc, quand il y a des régularités et des masses de données, elles y arrivent. Mais s'il n'y a pas de régularité, et notre monde, en fait, n'est pas un monde régulier de régularité, c'est des régularités temporaires, et en fait, à un moment donné, nécessairement, elles échouent. Donc, ça veut dire que si vous mettez n'importe quoi dans les mains d'une IA, il faut savoir qu'à un moment, ça va échouer. Donc, si vous mettez, par exemple, l'armée, à un moment, ça va échouer. Si vous mettez le nucléaire, à un moment, ça va échouer. Si vous mettez les relations entre humains, à un moment, ça va échouer. Mais peut-être que ça ne sera pas très grave, ce qu'on va pouvoir corriger. Mais bon, il ne faut pas mettre des choses irréversibles entre les mains d'une IA. Je crois que, hélas, nous devons arrêter la discussion à ce moment-là, mais elle pourra se prolonger pendant les 5 minutes de pause avant la prochaine session. Un grand merci à nos intervenants et donc on se retrouve d'ici 5 minutes pour la prochaine session.